très jeune, à l'âge de 5 ans, un peu par hasard, je commence le hockey sur glace. Ça devient vraiment ma passion. Les résultats sont là, je suis champion de France plusieurs fois, j'intègre l'équipe de France junior et je me mets à avoir une ambition claire, devenir sportif professionnel. C'est un milieu compétitif auquel tu n'étais pas forcément habitué avant. Et tu arrives avec des objectifs élevés, et c'est vrai qu'assez vite, tu peux te confronter à une dure réalité. En fait, je sens que c'est le début de la fin, et à la fin de la saison, je prends une décision difficile, arrêter le hockey. Finalement, je me lance dans un nouveau projet dans les études. Moi, je pars à ce moment-là sans base particulièrement solide. Je comprends que je ne suis pas en concurrence face aux gens de mon lycée. Je suis en concurrence face aux meilleurs élèves du pays. Ils sont pour la plupart dans les meilleurs lycées parisiens, à Henri IV, à Louis-le-Grand. Et moi, je suis pas à Louis-le-Grand. Je suis dans le 5e lycée de la 10e ville de province. L'année, elle est difficile, surtout que j'arrive avec des bases solides, disons, en mathématiques, mais c'est pas le cas dans les autres disciplines scientifiques. Je suis même pas classé dans mes premiers devoirs. Ma première note en physique, c'est 3/20. Mais j'ai travaillé ces matières de façon très régulière, tout au long de l'année, et ça m'a permis de faire une belle remontada quand même, parce que à la fin, j'étais dans le top 3 de la classe. J'ai l'impression que ta boussole, c'est, peu importe la difficulté que supposent mes choix, à partir du moment où je me suis fixé sur quelque chose, je le fais, tout simplement. Ça vient un peu, je pense, du fait que je suis persuadé que la première barrière à la réussite, c'est l'autocensure. Je me suis permis de rêver grand, il faut essayer au maximum de se donner le moyen de ses ambitions. Grégory, comment ça va ? Ça va très bien. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, sache que ça fait plus de 3 ans que je suis Major Prépa, le podcast. Donc, être aujourd'hui pour moi sur la chaise de l'invité, c'est un plaisir et un honneur. Bon, c'est un honneur tout à fait partagé parce que Dieu sait que j'ai reçu des parcours assez rocambolesques, invraisemblables sur cette chaîne. Mais là, je dois reconnaître que tu as fait assez fort et j'ai énormément de questions à te poser. Et au-delà de l'histoire et du côté inspirant, je pense que ça peut aider beaucoup de gens, à vrai dire. Je pense que ça peut ouvrir les yeux à beaucoup de gens qui sont éloignés du monde des grandes écoles sur la réalité de ce monde-là et de la capacité aussi qu'on peut avoir à finalement décider de changer de trajectoire au cours de sa vie, y compris à un âge où on est encore adolescent. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc vraiment, merci 1000 fois d'être venu à ce micro et avec autant d'enthousiasme, on a pu en parler en off. Donc vraiment, je suis très très content. Ce que je te propose, c'est de répondre à quelques questions préliminaires avant de vraiment attaquer l'épisode. Quelques questions auxquelles tu pourras répondre par vrai ou faux. Ça permettra de donner un peu le ton de l'épisode. Ça te convient ? Parfait. Parfait. Alors je te les dis. Il y a beaucoup de similitudes entre le sport de haut niveau et la classe préparatoire. Vrai. J'ai plus appris sur moi-même en faisant du hockey sur glace que sur les bancs de l'école. Ouais. La Finlande est le plus beau pays du monde. Faux. C'est la France ? Oui. Arrêter le hockey à haut niveau a été la décision la plus difficile de ma vie. Ouais. On peut redoubler une année au lycée et intégrer Polytechnique. Ouais. On vit dans un monde où toutes les connaissances sont assimilables à son propre rythme, indépendamment de celui de l'école. Ouais. Tenter les concours de Polytechnique après 1 an de prépa, c'est de la folie. Ouais. C'est pas rationnel. Réussir à intégrer l'X en 1 an est la chose la plus difficile que j'ai accomplie dans ma vie. Vrai. J'ai pas non plus accompli tant de choses que ça pour l'instant. Intégrer l'X en 1 an est l'accomplissement qui m'a rendu le plus fier dans ma vie. Vrai. La considération de la société à l'égard des mathématiques se dégrade en France. Vrai. Et ce depuis longtemps déjà. Le système des prépas est un joyau français qu'il faut préserver. Vrai. Lorsqu'on a la chance d'être en prépa, on est dans l'une des meilleurs systèmes au monde, des conditions au monde pour progresser. Bon, parfait. On va pouvoir développer tout ça. C'est bien, tu as répondu vrai, je crois, à peu près tout, donc je pense que j'avais plutôt bien visé sur les questions. Alors, avant toute chose, je vais te demander de te présenter, Grégory. Très bien. Alors, je m'appelle Grégory Fulachier, j'ai 20 ans et je suis élève officier à l'école Polytechnique en première année du cycle ingénieur. J'ai intégré cette belle école après une prépa MP option informatique. Et la particularité du parcours, comme tu l'as précisé, c'est que j'ai fait qu'1 an de prépa. Parfait. Alors ça, c'est la présentation peut-être immédiate, la plus globale, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre le contexte dans lequel tu as grandi et également la place prépondérante qu'avait le sport dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Alors, j'ai grandi dans une famille où les études jouent un rôle important. Mes 2 parents, ils ont fait des études supérieures. Mon père, il a fait l'école d'ingénieur des ponts et chaussées. Aujourd'hui, il est cadre dans le privé. Et ma mère, elle a fait des études de lettres et aujourd'hui, elle enseigne l'anglais dans un collège public de campagne. T'as grandi où exactement ? J'ai grandi toute mon enfance en Normandie, près de Rouen. Donc, c'est la capitale de la région et c'est une très belle région. Les clichés sont un peu vrais. Il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vaches. Beaucoup de clochers, non ? C'est pas la ville aux 1000 clochers ? C'est la ville aux 100 clochers. Aux 100 clochers, d'accord. Pas 1000, hélas. Mais... et voilà, il y a... Pour l'anecdote, par exemple, à travers les fenêtres de mon lycée, on voyait des vaches. Et donc, j'ai eu une enfance très heureuse. Mais effectivement, comme tu le dis, mon parcours, il est tout sauf linéaire. C'est-à-dire que très jeune, à l'âge de 5 ans,
un peu par hasard, je commence le hockey sur glace. Et ce sport, il n'est pas très connu en France, mais à Rouen, en fait, c'est un sport très développé. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que le hockey, c'est vraiment la grosse hype de Rouen, et pas forcément que le hockey sur glace, le hockey sur gazon aussi, non? Effectivement, il y a un très bon club de hockey sur gazon et aussi, mais même en général, en fait, je pense qu'à Rouen, comme il n'y a pas de gros clubs de foot ou de gros clubs de basket, de handball, en fait, les sports européens sont peu développés à Rouen. On l'appelle des fois la ville au sport américain, parce que la meilleure équipe de baseball Europe, elle est à Rouen. Il y a même un club de football américain. Enfin, c'est un peu la ville des sports américains. Je sais pas pourquoi, mais donc, voilà, complètement par hasard, je commence le hockey sur glace et très vite, ça devient plus qu'un simple loisir pour moi. Ça devient vraiment ma passion. Donc, je m'investis beaucoup, je progresse, les résultats sont là. Je suis champion de France plusieurs fois, j'intègre l'équipe de France junior et je me mets à avoir une ambition claire, devenir sportif professionnel. Donc, c'est un choix qui peut surprendre dans une famille tournée vers les études. Et ça a pas fait peur à tes parents d'avoir un gamin de 11, 12, 13 ans qui leur dit je vais devenir sportif de haut niveau avec tout ce que ça suppose en termes d'incertitude, d'aller au potentiel, de blessures. Évidemment, c'est moins safe, en tout cas c'est ce qu'on considère en France, que la voie des études classiques. Effectivement, c'est moins safe, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout en France, ça reste difficile d'allier le sport et les études déjà dans le secondaire, et je parle même pas du supérieur. Et même si la France, c'est un pays où il y a d'excellents sportifs, c'est vrai que la place du sport dans la société, elle n'est pas comparable à celle aux États-Unis. Donc oui, c'est un choix qui est assez original dans une famille qui est tournée vers les études. Mais moi, mes parents, ils s'y sont jamais opposés. Au contraire, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont poussé à croire en mes rêves. Et pour ça, voilà, je leur suis vraiment reconnaissant parce qu'il y a plus d'un parent, surtout de milieu tourné vers les études, qui se serait peut-être opposé à ce projet. Et voilà, je n'oserais même pas compter le nombre de soirées qu'ils ont passées à m'accompagner, à m'encourager dans les patinoires, dans les gradins, aux quatre coins de la France. Donc, Tilaïus, d'ailleurs, tu peux nous parler du hockey sur glace, comment ça se joue, c'est quoi les règles dans les grandes lignes, et puis quelles sont les qualités physiques et mentales que ça requiert? Alors volontiers, donc je sais pas si tu as, toi, déjà vu un match de hockey ou... Oui, alors moi le grand truc que je sais c'est que tu as le droit de te battre, non c'est vrai? Alors ça dépend justement, là aux Jeux Olympiques, il y a eu un joueur français, la France c'est la première fois qu'elle est aux Jeux depuis 24 ans, qui s'est battu, sauf que c'est pas dans l'esprit olympique. Et même en Europe, les bagarres c'est pas le cœur du jeu. C'est un truc d'américain. C'est un truc d'américain, voilà. Au Canada, aux États-Unis, il y a des gens qui ont longtemps été payés pour se battre. Juste. Mais voilà, donc c'est en fait un sport super spectaculaire. Peut-être que tu en as entendu parler là avec les JO de Milan, ou aussi il y a une série qui fait pas mal un carton sur actuellement, qui est Heated Rivalry, qui est sorti au Canada. Donc en fait, moi je dirais que c'est le sport le plus spectaculaire au monde. Bon, mon avis est un peu biaisé, je te l'avoue. En tout cas, c'est le plus rapide, le plus intense et le plus complet. C'est-à-dire que les joueurs vont à plus de 40 km/h pour les plus rapides. Les palets volent à plus de 120 km/h. Il faut être super agile. Les changements de direction, c'est digne d'un joueur de foot. Il faut manier le palet précisément, tirer précisément. Et en parallèle, comme tu l'as dit, il y a aussi le côté physique. C'est qu'il faut être très prêt physiquement. Les mises en échec, ça joue un rôle central dans ce sport. Les mises en échec c'est quand il y a un contact, en fait. Tu as le droit pas de taper avec un coup de poing, mais de mettre un contact à l'autre. Et il faut être très prêt physiquement. C'est le sport avec le plus de contact au monde. Donc, tout ça en fait un sport très spectaculaire. Et voilà, tu l'imagines, pour être bon au hockey, comme dans beaucoup de sports d'ailleurs, très jeune, il y a beaucoup d'entraînement et beaucoup de contraintes. Alors, c'était quoi concrètement ton quotidien quand tu as commencé à vouloir vraiment en faire ton futur métier? Tu étais en sport-études, et si oui, comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. J'intègre dès l'âge de 10 ans une structure de sport-études, donc pour adapter les horaires académiques au sport. Et il y avait beaucoup d'entraînements, donc le matin avant les cours, le soir après les cours. Les entraînements sont divers. Il y a sur la glace pour travailler l'aspect technique ou le jeu collectif, en dehors de la glace pour se renforcer. Et en plus, comme ça t'a pas échappé, c'est pas le sport le plus développé en France. Il n'y a pas le championnat de Normandie de hockey. C'est très vite un championnat national. Donc tu te retrouves à aller le week-end pour jouer notamment à Grenoble ou dans les Alpes. Et tu reviens le lundi matin pour aller en cours chez toi à Rouen, après avoir dormi dans le bus. Bon, donc c'est beaucoup de contraintes, beaucoup d'efforts. Mais c'est vrai que quand c'est ta passion, t'es jeune, t'aimes ce que tu fais, tu rêves grand et tu t'amuses. Ouais, je comprends ce côté inconséquent de la passion, quoi. C'est relou, tu dors mal, tu fais des efforts incommensurables, et pourtant tu te vois pas ailleurs. Enfin, c'est vraiment le côté de la passion très fort, quoi. Et toi, c'était quoi tes qualités? Pourquoi tu étais fort à ce sport? J'étais fort parce que j'avais une certaine vision du jeu, une bonne vision du jeu, voir les jeux en avance, entre guillemets, les passes, etc. Et j'avais pas mal de compétences techniques que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup développé avec le temps. Je suis pas la personne la plus agile, mais à force d'énormément m'entraîner, notamment pour manier le palet,
j'ai beaucoup progressé. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a vite montré que le travail à long terme, ça paie. On peut voir des évolutions immenses dans le sport, dans les études, partout en fait. Alors là, on parle de quand tu avais 10, 11 ans, c'est ça? 12 ans Voilà, peut-être? c'est ça. Comment se passaient les cours en parallèle? Alors, je vais pas te mentir, à l'époque, c'était vraiment le sport, mon focus, qui prenait toute mon énergie. Donc, je travaillais quasiment pas au collège, en dehors des cours. Mais après, j'arrivais quand même cependant à avoir des bonnes notes. Et je pense que ça tient avant tout à une forme de curiosité, une ouverture d'esprit. Pour être honnête, au collège, les cours, ils m'intéressaient pas plus que ça. La plupart, je trouvais ça assez scolaire et redondant. Mais en dehors, chez moi, j'ai eu l'occasion vraiment de me nourrir intellectuellement, que ce soit en parlant avec mes parents de sujets variés, ou même de mon côté, en lisant des livres, mais surtout sur Internet. C'est quand même un endroit incroyable, Internet, entre les reportages, les documentaires, la vulgarisation scientifique. Donc ça allait vraiment sur des choses très variées, quoi, de l'histoire à la vulgarisation scientifique. Voilà, à l'âge de 9 ans, par exemple, je m'en souviens que je connaissais tous les drapeaux et les capitales du monde. Pas d'intérêt pratique, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Mais donc tes centres d'intérêt allaient bien au-delà de la culture scientifique au sens de sciences dures. Tu étais curieux de nature en fait. Oui, et d'ailleurs, pour être honnête, je suis pas un féru de la science depuis le premier jour. Ça m'a toujours intéressé. La science, c'est fascinant. Je pense que, je sais pas si tu seras comprendre un phénomène physique vulgarisé, ça nous intéresse tous, mais je suis pas cette personne passionnée depuis le premier jour par la science. Pour être honnête, quand j'étais petit, mais même au moment de choisir mes études, l'histoire ou l'économie, c'était des matières qui m'intéressaient tout autant en fait. D'accord. En seconde, tu décides de t'expatrier en Finlande pour poursuivre ton rêve. Est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, à l'époque, je rêve grand. Je veux un jour jouer en NHL. Je sais pas si tu sais ce que c'est la NHL. Non. J'imagine que c'est la Ligue américaine? Exactement, National Hockey League. Donc, en fait, Oui. l'équivalent de la NBA au basketball, pour faire simple. Donc, tu l'auras compris, pour jouer là-bas, faut faire partie des meilleurs joueurs au monde dans sa génération. Et donc, pour ça, très jeune, je comprends qu'il faut jouer dans un championnat plus compétitif qu'en France, être sur le devant de la scène par rapport aux recruteurs. Et donc, je décide de partir à l'étranger. À 15 ans, je passe le cap et je prends l'option de Helsinki en Finlande. Donc la Finlande, c'est une excellente option en fait, parce que c'est un pays de hockey. Il a l'un des meilleurs systèmes de formation au monde, donc il n'y a pas qu'à l'école qu'ils ont des bons résultats. Et d'ailleurs, ils ont eu la médaille de bronze au JO de Milan, alors qu'ils sont que 5 millions d'habitants dans le pays. Et je prends la capitale Helsinki, parce que ça me permet de continuer d'étudier dans les meilleures conditions. Et le finlandais, j'avais un collègue finlandais à un moment, franchement, il m'a appris 3 mots en 6 mois, c'est quand même une langue particulièrement difficile. T'as réussi à t'intégrer malgré tout. Cela dit, ils parlent tous anglais, il me semble. Alors, effectivement, les pays du Nord parlent bien anglais, notamment parce que leur langue est moins développée, on va dire, à l'international pour regarder des séries ou quoi que ce soit. Et non, j'ai pas appris le finlandais, parce que c'est une langue très dure, mais en fait, elle est même plus que très dure. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas une langue indo-européenne. Donc, toutes les langues qu'on a en Europe sont indo-européennes, sauf le finlandais et le hongrois. Donc, ça fait que c'est pas un objectif que je m'étais fixé. Mais voilà, j'allais à l'école européenne d'Helsinki, donc les cours étaient en français et en anglais. On pouvait avoir le baccalauréat. Et sinon, dans l'équipe de hockey, je parlais anglais, en fait. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Alors, ça a été une expérience difficile. Parce que, t'imagines, j'arrive à 15 ans dans un nouveau pays, je connais personne, je maîtrise pas la langue. Et très vite, je dois m'adapter dans une nouvelle équipe, dans un groupe. Je suis le seul joueur étranger, qui plus est français, et c'est peu commun dans le milieu du hockey. Mais c'est vrai que surtout, j'ai dû apprendre à vivre avec une pression de tous les instants, parce que je m'étais mis la barre haute. Donc il faut que j'atteigne mes objectifs, que je déçoive pas ceux qui croient en moi. Et d'ailleurs, avec du recul, moi je fais le parallèle entre ce que j'ai vécu en Finlande et l'expérience prépa en fait. Parce que c'est ce moment où tu te retrouves seul, loin de chez soi, de ta zone de confort, dans un nouveau milieu où tu te sens constamment jugé, noté. C'est un milieu compétitif auquel tu n'étais pas forcément habitué avant. Et tu arrives avec des objectifs élevés, mais c'est vrai qu'assez vite, tu peux te confronter à une dure réalité. Et même si j'ai eu la chance de ne pas vivre la prépa de cette façon-là, je m'identifie aux témoignages d'élèves de prépa, notamment qui sont peut-être passés par parole de prépa, qui la décrivent ainsi parce que j'ai vécu une expérience similaire en Finlande, à la différence près qu'à l'époque, j'avais que 15 ans. Oui, tu t'es endurci peut-être prématurément par rapport à la majorité des élèves pour qui la prépa constitue la première barrière véritablement un peu difficile à passer. Et puis, il y a le facteur Covid aussi qui s'ajoute à ce moment-là, parce que je crois que quand tu es en Finlande, c'est vraiment le cœur de la crise du Covid. Oui, en plus, le Covid n'a pas aidé à calmer le fleuve, effectivement.
Je pars en Finlande en 2020, en fait, donc après le premier confinement. Et voilà, il y a des restrictions qui arrivent pendant l'année. Finalement, la saison, elle est écourtée vers le mois de février. Donc, je rentre en France à ce moment-là. D'accord. Donc, combien de temps t'es resté en Finlande? Alors, c'était 1 an, mais avec le fait que la saison soit raccourcie, finalement, ça a été 7 mois. D'accord. Et quand tu rentres en France, est-ce que c'est la fin de ton espoir de devenir professionnel ou est-ce que tu te dis que malgré tout, en France, tu pourras réussir? Alors, c'est pas, je mets pas un arrêt tout de suite, mais c'est sûr que cette expérience finlandaise, elle a eu un impact direct sur la suite de mon parcours. Donc, la saison d'après, je continue dans mon club formateur à Rouen, mais c'est une année difficile, de doute, d'hésitation. En fait, je sens que c'est le début de la fin, et à la fin de la saison, je prends une décision difficile, arrêter le hockey. Et finalement, je me lance dans un nouveau projet dans les études. Et quand tu dis arrêter le hockey, c'est arrêter définitivement ou arrêter la perspective de devenir professionnel? C'est un arrêt définitif parce que déjà, c'était plus simple, en tout cas pour moi, dans ma situation, d'arrêter complètement parce que je voulais tourner la page, voilà. Et en plus, les aléas font que comme c'est pas un grand sport en France, tu vas pas forcément arriver à en pratiquer en loisir. Enfin, si tu jouais au foot, bon bah tu peux continuer de jouer au foot avec les amis. Voilà, Là, tu joues dans l'équipe de coin. Si on était au Canada, peut-être que j'aurais continué à aller à la patinoire d'hiver. Mais bon, en France, c'est super dur de faire du hockey en loisir en fait. D'accord, donc tu as un arrêt brutal. Est-ce que tu as un sentiment de vacuité? Donc là, on parle de la seconde, de la première, c'est ça? Là, on est à la fin de la première donc. Et quel est ton sentiment à ce moment-là? C'est vrai qu'à ce moment-là, je suis un peu dans le vide. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un cap clair, une boussole qui me guidait. J'avais les objectifs et le rêve à long terme. Et là, tout disparaît un peu. Mais c'est vrai que jusqu'alors, j'avais toujours eu quelque chose, c'est que j'osais rêver grand. Parce que tu vas rêver de la NHL quand t'es français, honnêtement, c'est viser les étoiles. Et donc, il fallait que je me réinvente, mais je voulais vraiment garder cette même dynamique. Et finalement, c'est dans les études que je décide d'aller chercher ça et de continuer de viser haut. Donc maintenant, c'est dans les études scientifiques avec comme objectif d'intégrer une grande école d'ingénieurs, idéalement l'X. Alors, quand tu m'as envoyé du coup, ton parcours un peu dans les grandes lignes pour que je prépare l'interview, tu m'as signifié que tu avais redoublé ta première, ce qui m'a beaucoup étonné parce que de ce que j'ai compris, même si ok, tu n'étais pas à un niveau stratosphérique, tu n'avais pas un niveau catastrophique non plus. Donc pourquoi ce redoublement? Alors, en fait, quand j'étais dans le hockey, je ne me projetais pas dans les études scientifiques. J'imaginais soit, si j'ai resté en Europe, faire un bachelor en distanciel avec les écoles de commerce, avec les programmes adaptés sportifs de haut niveau. Je sais qu'il y a ça à GEM, à l'EDEC, l'EM Lyon, etc. Ouais, dans pas mal d'écoles maintenant. Dans pas mal d'écoles, ça se développe. Ou si j'allais aux États-Unis, jouer dans le championnat universitaire américain, dans une grande université. Et donc, j'allais pas me rajouter en plus du parcours de sportif professionnel des études scientifiques, donc j'ai pensé à quelque chose d'assez généraliste, puis ça me convenait après tout, donc j'avais pris les spécialités en première, SES, AGGSP et maths, dans cette logique. Ouais, de destination bachelor ou prépa ECG à la rigueur classique. Voilà, c'est ça. Et comme tu sais, on peut pas changer de spécialité entre la première et la terminale. Et moi, je décide de me projeter dans les études scientifiques, parce que les sciences, ça m'a toujours attiré, j'ai toujours trouvé ça assez fascinant. Et aussi, je vais être honnête, en parlant avec mes parents et en m'informant, je comprends vite qu'en France, faire une grande école d'ingénieur, c'est l'une des voies qui ouvre le plus de portes. Donc en fait, le choix, il s'impose. Et pour ça, il y a un second obstacle, c'est redoubler la première. Alors le choix, il a pas mal surpris les enseignants, parce qu'ils me disaient plutôt d'aller vers la direction des grandes écoles de commerce ou de Sciences Po, parce que notamment, j'aimais beaucoup les sciences humaines. Mais voilà, j'ai persisté sur cette voie et j'ai décidé de redoubler. C'est un choix peut-être difficile, mais pour être honnête, après le fait d'avoir arrêté le hockey, c'était presque anecdotique en fait. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est très surprenant dans ton parcours, c'est la maturité que supposent tes choix. C'est que se dire, j'ai 15 ans et pour poursuivre mon rêve, il faut que je fasse un truc très dur, à savoir me détacher de mon concours familial, aller en Finlande. Tu l'as fait parce que tu pensais que c'était la condition sine qua non pour réussir. Et là, de même, dans ton nouvel objectif tout aussi ambitieux, mais qui n'a strictement rien à voir, tu te dis, la meilleure stratégie, c'est de redoubler ma première. Et enfin, je veux dire, il faut quand même avoir un sacré courage. Ça suppose aussi de te retrouver avec des gens plus jeunes, de te détacher des quelques amis que tu as pu te refaire après être être retourné en France. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que ta boussole, c'est peu importe la difficulté que supposent mes choix, à partir du moment où je me suis fixé sur quelque chose, je le fais, quoi, tout simplement. Effectivement, oui, c'est l'une des boussoles et ça vient un peu, je pense, du fait que je suis persuadé que la première barrière à la réussite, c'est l'autocensure, déjà. Donc, je me suis permis de rêver grand et après, il faut essayer au maximum de se donner le moyen de ses ambitions.
Alors justement, comment tu vas te donner le moyen de tes ambitions? Ok, déjà tu veux faire une école d'ingé, mais est-ce que tu as une seule lettre en tête, à savoir la lettre X dès le départ? Ou est-ce que tu te dis juste, je vais faire une prépa ingé, on verra bien ce que ça donne? Dans quel état d'esprit t'es en première déjà? Alors, Enfin, en deuxième première, pardon. Alors, oui et non, c'est-à-dire que non, je me dis pas, je vais voir comment ça se passe, je sais pas trop parce que voilà, j'ai déjà raté une fois, j'ai un objectif, je veux le réussir et je vise une grande école d'ingénieur, idéalement l'X. Alors, je suis pas le X ou rien, hein, je veux dire, évidemment, idéalement, je veux l'X, mais c'est-à-dire que l'objectif, c'est avoir une grande école d'ingénieur, ça change, c'est pas l'alpha et l'oméga d'avoir l'X. Si on a Centrale Supélec, les mines de Paris ou que sais-je encore, ça va pas changer la face du monde. Le point, c'est d'avoir une grande école d'ingénieurs généralistes. Voilà, c'était ça l'objectif. Mais évidemment, quand on est, comment dire, on se motive soi-même, on essaye de viser le plus haut. Et donc pour ça, bah, je me mets tout de suite au travail. En fait, dès que je me lance dans ce projet des études, se mettre au travail, ça m'a permis de tourner la page. Et au lieu de me ressasser le passé, de vivre dans les regrets, bah, je commence à construire mon avenir. Donc voilà, j'obtiens vite d'excellentes notes au lycée, ce qui se fait quand même avec un certain travail, mais ça se fait. Et il faut que je reprenne les bases en mathématiques. Et je vais être honnête, le plus dur, c'est toujours le commencement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, découvrir un nouveau cours de maths que je connais pas, ça va pas être facile pour moi. Mais j'ai l'habitude de faire le cheminement intellectuel. En fait, j'ai appris à apprendre. Mais au début, quand on commence, c'est pas facile. Et moi, j'ai eu la chance d'être aidé notamment par mes parents, par mon père, pour reprendre les bases en maths. Et donc, comme ça, assez vite, je fais le tour du programme de lycée en quelques mois. Et pourquoi tu as eu ce sentiment, ce besoin de devoir aller plus vite que les autres? Alors, en fait, moi, à ce moment-là, je sors d'un grand échec, celui du sport, et je décide de viser haut dans les études. Sauf que, il faut me comprendre, moi, je pars à ce moment-là sans base particulièrement solide, et comme j'ai la chance de pouvoir m'informer, enfin, je discute déjà avec mes parents, donc je suis pas étranger au milieu des études, je m'informe sur Internet, notamment avec des chaînes comme Major Prépa, par exemple, et je comprends que je suis pas en concurrence face aux gens de mon lycée, je suis en concurrence face à la France entière, face aux meilleurs élèves du pays. C'est des gens qui, pour la plupart, sont premiers de leur classe depuis toujours. Ils travaillent au collège, presque au collège ou au pire au lycée, comme des élèves de prépa de province. Ils sont pour la plupart dans les meilleurs lycées parisiens, à Henri IV, à Louis-le-Grand, à Stanislas. C'est-à-dire, quand ils rentreront en prépa, ils auront déjà fait le programme de première année de maths. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai 16 ans, je commence les études. Maintenant, en partant, en gros, de pas grand-chose, et je veux réussir les mêmes concours qu'eux. Et moi, je suis pas à Louis-le-Grand. Je suis dans le 5e lycée de la 10e ville de province. Donc, si je suis le fleuve, à moins de miser sur le fait que je sois un génie, ce qui est malheureusement pas le cas en maths, et bah, je décide de me donner toutes les chances, en fait, mettre toutes les chances de mon côté. Parce qu'on peut viser haut, mais il faut quand même se donner le moyen de ses ambitions. Et le fait d'avoir peut-être connu un premier échec, ça m'a permis à mieux aborder cet objectif. Mais je me reconnais très bien dans ce que tu dis par contraste, parce que toi, tu fais partie des 0,001% qui ont eu cette conscience-là, cette maturité-là. Moi, je faisais partie des 99% qui venaient d'un lycée moyen, moins, et qui, quand ils sont arrivés en prépa, se sont rendus compte, mais trop tard finalement, que les autres, ils avaient beaucoup bossé par rapport à toi. Et ça, c'est difficile, et je pense même que moi, j'ai terminé mon lycée il y a 10 ans, cet écart s'est accentué encore. Je pense qu'il y a encore davantage d'écart aujourd'hui entre un étudiant d'Henri IV, enfin du lycée Henri IV, et un étudiant d'un lycée de province. Et d'ailleurs, c'est cette stat assez ubuesque que j'avais sortie dans le podcast de Jocaris. 25% des étudiants de Polytechnique ont fait leur lycée à Paris. Pas leur classe préparatoire, leur lycée, alors que ces mêmes lycéens ne représentent que 3% du total en France. L'écart me paraît absolument lunaire. Et en même temps, on le comprend très bien quand on est dans le milieu, en fait. Ah, effectivement, alors je suis pas un sociologue de l'éducation, et j'ai pas non plus été au lycée Henri IV, mais le niveau au lycée Henri IV a pas dû varier beaucoup ces 10 dernières années, et même depuis par rapport aux années 80, alors qu'en même temps, le niveau du baccalauréat, ce qui est finalement ce à quoi prépare un lycée normal de province, lui a connu l'évolution qu'on connaît. À la baisse plutôt. Voilà, plutôt à la baisse. Et donc, forcément, un profil, disons, très bon d'un lycée moyen de province, s'il pouvait être porté, peut-être poussé vers le haut, même plus il y a 10 ans, voilà, avec quand même l'exigence du bac scientifique, voilà. Évidemment, c'était pas à l'épreuve de Polytechnique, mais
il y avait des exercices des fois pas évidents, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on le prépare uniquement au bac, les gouffres n'a fait que s'étendre. Alors, j'aimerais ouvrir une parenthèse, une grosse parenthèse sur tes méthodes de travail, parce que moi, j'ai tendance à conseiller aux étudiants qui viennent de ces lycées relativement faibles d'arriver très très solide sur les bases de terminale, de se dire, ok, tu vas pas avoir des notions supplémentaires, tu vas juste voir les notions de terminale, mais tu vas les renforcer pour que le bac soit vraiment, que tu aies 20 sans aucune hésitation à l'ensemble des épreuves de terminale de bac. Et de toute manière, les notions que tu vas voir en classe préparatoire, quand même, se basent sur ces fondements mathématiques que tu as acquis en première en terminale. Toi, tu as fait un choix, pas radicalement opposé, mais différent en tout cas, de te frotter aux notions que tu ne vois pas du tout au lycée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à faire ça? Comment en autodidacte, tu as pu traiter de notions qui sont quand même vraiment complexes et pour moi qui sont extrêmement difficiles à assimiler sans l'aide d'un professeur? Alors, je pense que la réussite de ce projet, elle tient avant tout à deux choses. Une vraie discipline de travail, mais aussi un fort intérêt pour les maths. Alors, en ce qui concerne la discipline, j'ai très vite eu un vrai rythme de travail. Donc, je travaillais 2 à 3 heures par jour, en dehors des cours. À partir de la première? À partir de la première, dès que j'ai arrêté le hockey. Donc, le but, c'était pas d'aller le plus vite possible sur ce que j'étudiais. C'était vraiment de consolider les bases, comme tu l'as dit, et d'avancer linéairement sur le programme, mais pour à la fin avoir une maîtrise complète du sujet. C'est-à-dire que je visais pas le contrôle dans une semaine ou est-ce que j'ai bien avancé sur 2 semaines. Le but, c'était à la fin, le jour J, le concours, avoir toutes les clés pour pouvoir performer. Et pour ça, j'avançais linéairement, mais j'ai très vite compris une chose, c'est que, comme tu le dis, il faut avoir des bases extrêmement solides, surtout en maths. Et pour ça, donc, je reprenais plusieurs fois les notions. J'ai pas fait une fois les chapitres, je les ai fait 5 ou 6 fois. C'est-à-dire que je finissais le chapitre et je le reprenais 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 3 mois plus tard, et ainsi de suite. Parce qu'à chaque revisite du sujet, on gagne en recul. Et le recul en maths, c'est vraiment fondamental. Et une autre compétence, on va dire, que j'ai dû développer, c'est l'intégrité intellectuelle. Pour travailler, il faut comprendre, mais il faut aussi ne pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire que ce que je cherchais, surtout comme je travaillais sur le temps long, pas pour l'objectif du prochain devoir, c'est d'être efficace. Donc si un jour je suis fatigué, je travaille pas. Je vais pas me dire ok j'ai travaillé pour dire j'ai travaillé. Non, je cherche l'efficacité. Et aussi quand on avance sur une notion en maths par exemple, on est tenté d'aller vite. On dit ok j'ai à peu près compris. Mais encore une fois c'est peut-être ça qui m'a permis de tenir. Et je reviens sur ce que tu as dit. Si on triche un peu, on dit ok j'ai compris à peu près et on continue d'avancer, on voit très vite et on en fait l'expérience que sans base solide, l'édifice est fini par s'écrouler. Donc ça m'est arrivé de passer 3 heures pour comprendre une démonstration, peut-être. Mais alors, ouais, donc, je pense que ça suppose une vraie passion des mathématiques, parce que aussi motivé que tu sois, bosser 2-3 heures, surtout en solo comme ça, faut vraiment être accroché, donc faut aimer ce que tu fais. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est un peu le drame du lycée, c'est qu'au lycée, en mathématiques, je pense que quand tu as compris vite fait, ça peut suffire. Parce que les exercices sont tellement applicatifs que même si tu n'as fondamentalement pas compris ce que c'était une dérivée, une suite, peu importe, tu peux t'en sortir, parce que c'est toujours un peu la même tête, les exos. Par contre, dès que tu arrives en classe préparatoire, où là, on va te demander d'avoir des exercices, surtout à l'X et à l'ENS, qui sont très exploratoires. En fait, si tu n'as pas vraiment les briques de base, si tu n'as pas vraiment fondamentalement compris à quoi elles correspondent, mais à part faire la première question de course, tu peux absolument rien faire. Et ça, il faut s'en rendre compte assez rapidement. Et je suis assez impressionné justement de voir que tu as réussi à capter ça aussi vite. Bon, cela dit, tu avais un environnement familial sans doute qui pouvait aider. Oui, mais c'est quand même assez impressionnant. Oui, je me suis documenté sur le sujet, sur qu'est-ce que c'est le maths, mais c'est aussi en échangeant, par exemple, avec mon père qui, c'est pas un prof de maths ou un chercheur en maths ou quoi que ce soit, mais il a fait aussi une prépa et il avait le recul nécessaire. Et c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut, puis même si on nous le dit, parce qu'on le voit en prépa, il suffit pas de l'entendre une fois pour le comprendre, il faut vraiment aller chercher. Enfin, ça prend du temps de comprendre que la dérivée, c'est pas juste une formule magique à appliquer et qu'il y a même sur cette notion qui est pourtant trivial. C'est quelque chose qui est fait en première et ça, les gens trouvent pas ça super dur, mais en fait, vraiment bien comprendre c'est quoi la dérivée, c'est déjà pas du tout évident. Ouais, tout à fait d'accord. Mais effectivement, je reviens sur ce que tu dis, c'est pour tenir sur le temps long sur quelque chose comme ça. La clé, c'est pas juste la discipline, la méthode de travail, c'est vraiment l'intérêt pour les maths. Et ça, en fait, je l'ai développé avec le temps. J'ai appris à aimer les maths parce que j'ai retrouvé dans les mathématiques ce que j'aimais tant dans le sport, le jeu. Je ne sais pas si toi, tu voyais les maths comme un jeu quand tu étais au lycée, en prépa. Mais non, mais maintenant, oui. En fait, je fais plus du tout de mathématiques. Oui, mais par contre,
pour moi, c'était une corvée, les mathématiques. Enfin, j'étais pas spécialement mauvais en mathématiques, mais c'était pas drôle. Il y avait rien de drôle dans les mathématiques, c'était juste un truc un peu relou qu'il fallait faire et t'étais plus ou moins à l'aise pour comprendre l'exercice. Et je trouve que la classe préparatoire, justement, alors toi, tu l'as fait un peu par procuration en avance, mais te permet justement c'est dur la prépa, mais de voir à quel point les maths, ça peut être beau. Tu sais, souvent, Villani, il dit ça sur le plateau de télé, les maths, c'est beau, et les gens se foutent de sa gueule. Mais en fait, quand t'as été vraiment confronté aux mathématiques du niveau du dessus, encore, enfin, je me compare pas à toi, je veux dire, j'ai fait une prépa ECG, mais t'as vraiment des notions qui sont hyper intéressantes et ça devient beaucoup plus exploratoire et intéressant et beaucoup moins applicatif. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et par exemple, il y a une série sur Arte que tu connais forcément qui s'appelle Voyage au pays des mathématiques. Bien sûr. Mais je pense que j'ai regardé tous les épisodes sans mentir 10 fois chacun. Je trouve ça absolument passionnant, et même toutes les chaînes qui peuvent exister, Michael Launay, je sais pas comment ça s'appelle, EIJJ, là, tu vois de qui je parle aussi. Je vois. Enfin, j'ai saigné tous ces contenus-là parce que maintenant, je veux dire, les maths, c'est très loin pour moi, mais je trouve ça tellement intrinsèquement intéressant aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à la classe préparatoire. Donc, enfin, je suis très impressionné que tu aies eu ce goût-là des mathématiques aussi tôt et que tu aies réussi à le cultiver. Moi, quand je suis arrivé en prépa, mais pas du tout. Pour moi, c'était juste un truc chiant, en fait, les maths. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Moi aussi, si on m'avait dit, avant que je me mette aux maths, que les maths, c'est un jeu, j'aurais pas trop cru à la personne qui m'en parle. Mais là j'aimerais prendre un peu de recul parce que, tu vois, je suis complètement d'accord avec toi. Les maths, c'est fascinant parce que c'est profond, parce qu'il y a les notions. Mais en France, dans l'enseignement, au total, on a effectivement une optique qui est celle-ci. C'est-à-dire qu'on a les maths qui nous intéressent pas. Et après, ceux qui ont la chance, comme toi, comme moi, d'avoir fait une prépa, on commence à dire, oui, les maths, c'est beau, c'est abstrait. Mais en fait, on identifie quand même beaucoup les maths à l'abstraction. C'est-à-dire qu'on dit, là, tu m'as dit que ce que tu as aimé, voilà, c'est découvrir la profondeur du concept mathématique, et c'est passionnant. Mais en fait, si on prend du recul et qu'on regarde comment les maths sont vues un peu partout sur Terre, on voit qu'il y a vraiment des systèmes où c'est abordé comme un jeu dès le plus jeune âge. Parce que oui, il y a des choses magnifiques dans la beauté des maths, desquelles les maths que fait Cédric Villani. Mais en fait, on peut s'amuser en maths avec quasiment aucun outil. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que si on aborde vraiment les maths comme un jeu, quels que soient les outils qu'on a, dès le plus jeune âge, avec les énigmes, etc., on peut vraiment s'amuser. Et par exemple, dans les pays de l'Est qui ont hérité de l'ex-système soviétique, les maths, depuis le plus jeune âge, c'est vu comme un jeu. C'est des énigmes dans tous les sens. Et moi, je trouve que c'est dommage qu'en France, on mette aussi peu l'emphase sur l'aspect ludique des maths, notamment en primaire et au collège. Parce qu'en fait, on aurait tout à y gagner. Moi, je suis persuadé que si on fait ça, les gens, ils sortiraient du collège, et il y en aurait beaucoup plus qu'aujourd'hui qui disent « les maths, ça me passionne ». Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on fait au collège, on ne peut pas être passionné par les maths. Parce que d'un côté, on ne fait pas des trucs assez abstraits pour dire « ah oui, je vois que c'est les théorèmes des nombres premiers ». Ben non, parce qu'on fait des fractions. Et de l'autre, on les fait, mais on ne s'amuse pas. Et je pense que les maths, c'est vraiment la synthèse, en fait, entre la rigueur et la créativité. Et plutôt que de chercher, en fait, un entre-deux, je pense qu'on a tout à gagner. On peut imaginer, en tout cas, avoir deux visions complémentaires et pas contradictoires des maths. Et on pourrait d'ailleurs même imaginer créer jusqu'à deux disciplines distinctes. Si d'un côté, on pouvait avoir les mathématiques appliquées, dont le but serait de développer en fait des bases solides pour tous en maths. Donc en gros, calcul, logique, raisonnement élémentaire, en fait pleinement inspiré du modèle anglo-saxon qui avance dans le paradigme que les maths, c'est un outil pour tous. Et d'un autre côté, on pourrait créer la matière des maths ludiques, dont le but serait de jouer, créer, chercher à plusieurs, raisonner pour passionner le plus de gens possible en maths, mais aussi pousser chacun à raisonner. Parce qu'en fait, à la fin, je pense que c'est ça qui nous reste, je ne sais pas si tu es d'accord, mais de ce qu'on a fait en maths, c'est la capacité de raisonnement. Toi, en tant que CEO de Major Prépa, tu ne vas pas utiliser les dérivés au quotidien. Par contre, tu vas avoir un problème et tu vas essayer d'avoir un raisonnement logique pour le formaliser, exactement. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que les meilleurs établissements en France, à quelques exceptions près, sélectionnent beaucoup sur les maths. Et oui, c'est un problème aussi, c'est que la sélectivité en France est beaucoup basée sur les mathématiques, quand même. Alors, c'est un problème, c'est pas un problème dans l'absolu, mais c'est un problème dans la mesure où on enferme très vite les gens, où les gens s'enferment eux-mêmes dans « je suis fort en maths, je suis nul en maths ». Et en général, quand tu t'es convaincu de ça en primaire, ça va pas changer au collège et au lycée. Alors que, oui, pour moi, il faudrait subdiviser les maths. Enfin, pour moi, il y a autant de rapports entre l'algèbre et l'analyse qu'entre le français et l'histoire. Et au lycée, c'est possible de dire « ah, je suis fort en histoire, mais je suis nul en français », alors que là, on te dit « je suis nul en maths ». Voilà, je suis nul en maths, et voilà, et on mélange. En fait, ça devient vite quelque chose de rébarbatif, un ensemble de recettes de cuisine à appliquer. Et donc, c'est ni passionnant, mais ce que je veux dire, c'est que paradoxalement,
on met pas non plus tant l'emphase sur les fondamentaux, parce que, en tout cas, les résultats PISA, ils sont pas satisfaisants. Enfin, personne n'est satisfait de voir que tous les 4 ans, on dit que le niveau moyen, il baisse. Oui, oui. Donc, on n'arrive pas d'un côté à voir que tout le monde maîtrise les bases solides, et on a de moins en moins de gens passionnés par les maths, parce que ce que montrent les tests PISA aussi, c'est la diminution significative du nombre de bons élèves. Oui, c'est ça, de l'intérêt. Alors, il y a encore un top 1% ou 5% qui est très fort. Et ça, c'est vrai qu'on peut remercier des écoles comme Polytechnique, comme les grandes écoles d'ingénieurs, pour former des très bons élèves. Bon, malheureusement, il y en a beaucoup qui partent à l'étranger, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ouais, pour moi, la notion de donner une culture scientifique à l'ensemble d'une génération, en fait, c'est super important. Et même, on parle beaucoup des fake news. Aujourd'hui, on ne sait pas si ce qu'on regarde sur Internet, c'était fait par une IA ou si c'est vraiment le mec qui l'a dit. Enfin, c'est bête, mais je trouve que avoir un minimum de notions mathématiques, savoir lire un graphique, savoir des choses bêtes comme ça, en fait, ça fait partie intégrante de ton bagage de citoyen, en quelque sorte. Oui. Bon, enfin, on s'est un peu égaré, mais je pense que c'était intéressant de le dire. Pour revenir plus prosaïquement à ce que tu as fait, comment tu as vraiment bossé au quotidien? Tu disais que tu bossais 2-3 heures par jour. Qu'est-ce que tu faisais très concrètement? Est-ce que tu te basais sur des livres, sur des choses que tu trouvais sur Internet? Est-ce que tu faisais des exos? Enfin, comment tu bossais, en fait, ta pré-prépa en solo? Alors, je me suis basé sur des livres, notamment un livre qui reprend juste le programme, le Duno tout en un pour pas le citer. J'ai essayé de pas m'égarer dans tous les sens à chercher des informations à droite à gauche, parce qu'au bout d'un moment, on choisit qu'on bosse sur une ressource et on avance dans le temps avec ça. Et ce que je faisais, c'est que j'avançais, comme j'ai dit, linéairement dans le programme. Donc, j'étudiais un chapitre pendant 1 ou 2 semaines et après, j'essayais de le reprendre plusieurs fois. Et je faisais aussi des exercices, évidemment. Je faisais en fait les exercices de ce livre, voire des exercices supplémentaires. Mais j'essayais vraiment de mettre la priorité sur le cours, en fait, sur atteindre une maîtrise du cours. Et pour ça, il y avait plusieurs méthodes. Par exemple, la méthode de la feuille blanche, qui est, au lieu de faire une relecture passive du cours, on prend une feuille blanche et on résume les points clés du cours qu'on a étudié rapidement sur celle-ci. Et après, ensuite, on prend le cours, on voit si on a des points qu'on a oubliés. Et dans ce cas-là, on retourne chercher ce qui est pas clair, en fait. Pareil, on note l'idée de la démonstration, si on est à l'aise ou si on est moins à l'aise. On fait toute la démonstration. On essaye au maximum d'être honnête avec soi-même sur ce qui est clair et ce qui n'est pas. Et c'est drôle parce qu'on a un programme qui s'appelle la méta qu'on vient de créer. La méta, comme dans les jeux vidéo, la technique optimale pour réussir. Et justement, on a condensé les intervenants de Major Prépa qui donnent leur méthode en fait pour bien réussir. Et la méthode de la feuille blanche, c'est justement une des parties du cours de Sébastien Martinez qui est parce que ça existe, qui est champion de France de mémoire. Donc eux, les champions de France de mémoire, ils doivent retenir des cartes, des suites de noms qui n'ont aucun sens. Mais c'est intéressant parce que quelle que soit la matière première qu'on a à retenir, la technique de la feuille blanche, c'est vraiment un outil extrêmement puissant parce que c'est comme ça que fonctionne la mémoire fondamentalement. C'est en mettant l'emphase sur les trucs que tu connais pas et que tu n'as pas réussi à restituer. Et la feuille blanche, c'est le meilleur moyen de le faire. Parce que quand tu lis ton cours linéairement, ton cerveau, il s'auto-convainc qu'en fait, il connaît tout. Mais si tu lui avais pas donné le support comme ça au préalable, là, tu aurais pu mettre en exergue le fait que, cette partie-là du cours, elle est un peu floue. Ça, je sais pas très bien le réexpliquer. Et donc, c'est super intéressant et en même temps un peu flippant de se dire que ça, tu l'as fait toi-même comme ça, un peu tout seul comme un grand. Mais qu'au lycée, personne te dit de faire ça. Alors qu'en classe préparatoire, je veux dire, tout le monde bosse de cette manière-là. Moi, je suis très surpris de voir à quel point on ne t'enseigne pas les méthodes basiques qui sont éprouvées depuis des années et des années pour bien réussir. Tu vois, je sais pas ton sentiment là-dessus, mais je pense qu'au lycée, personne t'a dit de faire la feuille blanche, quoi. Non, effectivement, mais même en prépa, on te dit, mais même de façon générale, en fait, on est assez largement, finalement, j'ai l'impression, en France, dans un modèle, même si ça évolue avec le temps, mais d'une forme de cours magistral. C'est-à-dire que le professeur transmet la connaissance de la discipline et on t'apprend pas, en tout cas, dans un sens, je trouve qu'on te prend en fait pour quelqu'un d'assez mature, d'assez grand, parce qu'on ne te dit pas les choses basiques, on ne te dit pas en fait, mais comment tu vas faire pour apprendre, pour retenir, qu'est-ce que c'est comprendre quelque chose en mathématiques. Et je trouve, en mathématiques, il y a la compréhension, comme tu as dit, profonde sur qu'est-ce que c'est la dérivée, mais je trouve qu'il y a le même problème sur les matières littéraires. C'est même encore moins compris, j'ai l'impression. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est connaître un cours d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de « je m'approprie
je m'approprie le cours, je m'approprie cette connaissance-là, je la maîtrise, je suis capable de le raconter. Ce conseil, le fait que, comme disait Feynman, ce grand professeur de physique quantique, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, c'est d'essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un. En fait, toutes ces méthodes qui... Voilà, toi, vraiment, tu les connais toutes parce que tu fais major prépa depuis 10 ans, mais comme tu as dit... Ouais. C'est effarant de voir qu'on ne le connaît pas. Et pour moi, enseigner, enfin ce que tu disais, c'est la feuille blanche à l'oral, c'est la même chose. En fait, si tu es capable d'expliquer quelque chose, c'est que tu l'as compris. Si à un moment je te dis, alors dérivé c'est super simple, donc en gros attends, c'est quoi déjà? Ouais, c'est la tangente de... Et voilà, et là tout d'un coup tu dis, ah mais en fait, si je sais pas l'expliquer, c'est que je maîtrise pas bien, et donc je me replonge dans le truc. C'est la même chose pour moi. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, et c'est quelque chose que j'ai donc pas fait en fait quand j'étais au lycée, parce qu'on était encore en 2023-24, mais j'ai fait ça un peu en prépa, parce que l'IA, ça avance très vite. En fait, l'IA, c'est un prof particulier, et notamment si on s'intéresse à le côté expliquer le cours et tout, avec ça, honnêtement, l'IA, ça peut profondément changer comment enseigner. Et pareil, et malheureusement, ça va prendre du temps, parce que je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de lycées où on expliquait aux gens comment étudier, comment utiliser l'IA. Parce qu'honnêtement, moi, ce que je faisais des fois en prépa, c'est que je parle à l'oral à l'IA, au chat de Mistral, par exemple, où je l'appelle et j'explique le cours, en fait. C'est-à-dire que je lui dis, bon, ok, là, on a étudié l'électromagnétisme et les équations de Maxwell. Ok, je t'explique ça. J'explique les points sur lesquels moi, je ne suis pas sûr à 100% de maîtriser. Et je lui dis, bah, challenge-moi sur les choses que je n'ai pas compris. Et il y a plein de fois où je découvrais des petits trucs que je n'ai pas compris. Ouais, une feuille blanche interactive, quoi. Feuille blanche interactive avec un prof particulier qui est, en termes de connaissances, en tout cas, j'ai envie de dire presque inégalé, et notamment pour les matières. Alors pour la démonstration précise en maths, peut-être pas, mais pour, je sais pas, pour les scientifiques, pour la compréhension d'un phénomène physique, ou dans toutes les disciplines plus, on va dire, à connaissance, je sais pas moi, en économie, en histoire, pour voilà, la compréhension d'un phénomène, en fait, elle t'explique à l'IA et elle t'aide. Honnêtement, pour ça, c'est un outil qui peut encore plus nous rendre beaucoup plus efficaces. T'avais écouté le parole de prépa de François? Oui. Ouais. Ah oui, le major d'HEC, pour qui l'IA a visiblement complètement changé la façon de travailler. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que ça change le rapport aussi qu'il avait au prof. Le prof physique, vraiment l'être humain, il allait lui donner des compléments potentiels, mais l'IA était son vrai prof particulier. Et donc, ça change aussi la posture du professeur. Enfin, c'est très intéressant de voir comment ça évolue. Mais lui, ça lui était extrêmement profitable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, il y a un tabou sur le ChatGPT. Même à un moment, Sciences Po avait envisagé, enfin, au tout début, évidemment, maintenant, ça paraît risible, mais d'interdire ChatGPT à ses étudiants. Bon, pas possible. Mais au-delà de ça, le problème au lycée, et je le vois avec les familles avec qui je peux discuter, c'est que les étudiants se disent « Ok, ChatGPT, ça sert à faire mon devoir. J'ai la flemme de faire mon essai, ma dissertation, je sais pas quoi. Je demande à ChatGPT de le faire. » Et c'est une manière catastrophique de se servir de ChatGPT parce que dans ce cas-là, ou du chat, ou peu importe, mais l'IA se substitue à toi et finalement, t'apprends rien, au contraire. Enfin, t'as encore plus ce sentiment faux d'avoir compris quelque chose parce que t'as relu ce qu'a fait ChatGPT, mais c'est pas toi qui l'as fait, t'as pas mis les mains dans le cambouis, et la vérité, c'est que la notion, tu la maîtrises pas du tout. Donc, de toute façon, les élèves vont s'en servir, et je trouve ça un peu dramatique que personne ne prenne le problème à bras-le-corps et dise aux étudiants, aux lycéens qui n'ont pas encore forcément une grande maturité, voilà comment il faut se servir de cette IA qui, de toute manière, va être omniprésente dans ta vie. Et je suis complètement d'accord. On peut pas on le voit, on peut pas imaginer que le progrès, il va pas arriver. Je veux dire, le progrès, il est là. On doit le prendre comme tel. Moi, je suis plutôt partisan du fait de dire qu'il est ni bon ni mauvais par nature. En fait, ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on en fait. Et c'est évident que l'IA, on peut pas juste être enthousiaste sur ce sujet. Voilà, tu l'as dit, c'est évident que si on l'utilise mal, ça peut avoir des répercussions, et ça a été montré par des chercheurs du MIT, je crois, récemment, que ça peut avoir des répercussions sur nos capacités cognitives. Si tout le peu de choses de réflexion qu'on a à faire dans la journée, on demande à l'IA de le faire, évidemment, ça peut avoir des répercussions négatives. Mais si on l'utilise bien, c'est évident que comme ça peut décupler notre productivité au travail, ça nous rend infiniment plus efficaces dans le cadre des études. Et je pense que sur ça, il y a vraiment un travail à faire avec les lycéens, mais les étudiants, enfin tout le monde, de nous former ou de former les jeunes à comment utiliser l'IA, parce que penser qu'ils vont pas le faire, voilà, comme tu dis, ou supprimer, de toute façon, on ne peut pas le faire. C'est utopiste, et il faut les accompagner, là-dedans. Alors je crois qu'il y a l'État qui travaille en collaboration, enfin qui a lancé une équipe pour préparer comment mettre l'IA en lien avec l'éducation. Je crois que c'est dirigé par
Stéphane Mala, un grand scientifique français qui a eu la médaille d'or du CNRS sur des travaux qui sont en lien de près ou de loin avec ces sujets. Mais c'est sûr qu'on doit intégrer ça dans la vision à long terme de l'éducation, parce que de toute façon, l'IA sera là, il vaut mieux qu'elle soit un allié qu'un ennemi pour nos jeunes. Comment ça s'est passé pour toi, Parcoursup ? C'est quoi tes moyennes à la fin de la terminale et qu'est-ce que tu décides de faire ? Alors, sur Parcoursup, je candidate exclusivement dans des prépas MPSI, parce que, voilà, soyons honnêtes, le projet, il est déjà bien clair, quoi, comme je me suis même attaqué au programme. Et les moyennes sont très bonnes. Voilà, en gros, c'est aux alentours de 17-18 un peu partout. Et en maths et en physique, c'est presque 20. Donc, je candidate dans les grandes prépas de France, et j'ai la chance d'être accepté dans les prépas les plus renommées du pays. Donc, Sainte-Geneviève, Louis-le-Grand, Henri IV, voilà, tous ces grands T'es établissements. pris partout, en fait. Personne te refuse. Oui, c'est vrai que personne m'a refusé. Donc, ça vient d'un côté, d'un dossier qui, pas factuellement, était vraiment excellent. Et je pense aussi peut-être le Tessia, justement. C'est un ancien invité. J'ai reçu Clément de Séguin-Pazis Voilà. il n'y a pas longtemps, qui a créé le Tessia. Intéressant parce que il y avait un commentaire très juste là-dessus qui disait oui, mais certains lycées, au contraire, sont anti-Tessia, entre guillemets, parce qu'ils ont l'impression que ce test va se substituer à l'enseignement secondaire, parce qu'il va davantage valider les compétences en mathématiques. Donc j'aimerais bien ton sentiment là-dessus, puisque du coup tu l'as passé, de ce que je comprends. Tu as eu quel score et dans quelle mesure tu penses que c'est un test pertinent ? Alors, j'ai écouté cette interview du fondateur de ce test, et c'est un test qui est, est-ce qu'il est pertinent pour évaluer le niveau en maths ? En tout cas, il est, soyons honnêtes, plus que les moyennes. Alors, il est plus que le bac, dans la mesure où, comme il a expliqué, il y a beaucoup de gens, enfin tous les gens qui rentrent en prépa scientifique ont plus de 18 au bac de maths, donc ça va permettre de, entre guillemets, faire du tri entre ces gens-là. Oui. Et de toute façon, on n'a pas accès au bac pour Parcoursup. Donc, la seule chose auquel ont accès les formations, c'est les moyennes. Et voilà, de toute façon, les moyennes, c'est de toute façon un indicateur complètement biaisé, parce que ce qu'on regarde, c'est l'étiquette du lycée d'où tu viens et pas autre chose. J'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire que moi, j'ai été pris dans toutes les prépas, et en même temps, le deuxième élève de mon lycée, qui est l'un de mes meilleurs amis, lui, il a été pris dans aucune prépa parisienne, alors qu'il avait un dossier similaire, voire meilleur, que les meilleurs élèves des promos précédents qui ont été pris. Ils ont regardé, ils ont dit, en fait, on prend le meilleur de chaque bled, et du coup, pas de bol si t'as un mec grotesque dans ta classe. Le deuxième, en fait, il est persona non grata, quoi. C'est un peu, je suis pas dans la tête des recruteurs des grandes prépas, mais j'imagine que c'est un peu ça. Et donc, voilà, pour ça, le Tessia, ça permet en tout cas, si quelqu'un est fort, ça lui permet de s'exprimer dans le Tessia. Après, je pense que c'est plutôt une bonne initiative. Après, c'est comme dans tout, c'est comme dans le progrès avec l'IA. Forcément, du moment qu'il y a une initiative privée qui se crée en parallèle de l'éducation nationale, ça peut faire un truc à deux vitesses. Et donc après, je pense qu'à long terme, de toute façon, pour avancer, il y a des initiatives parallèles qui se créent. Et je pense que l'éducation nationale a tout intérêt à peut-être collaborer avec des institutions comme ça, parce qu'il vaut mieux, si la chose devient... En fait, plus la chose devient grande, plus il faut qu'elle soit en collaboration pour l'intérêt commun, et pas s'il y a des lycées qui interdisent de passer le Tessia, d'autres qui font... Oui, c'est ça, parce qu'en ce moment, je sais pas si tu as vu, il y a un débat là très, très récent au moment où on tourne, qui est un peu un serpent de mer, mais là qui est en train de revenir, sur le fait qu'il faut anonymiser les lycées sur Parcoursup. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, la logique des grosses prépas, c'est de prendre les lycées safe, ceux qui connaissent et qui en fait préparent déjà à la prépa, et ils vont prendre le meilleur de chacun des bleds. Et donc, ça crée une inégalité de fait qui est absolument énorme. Mais en même temps, on peut pas faire comme s'il n'y avait pas un écart entre le lycée du coin et le lycée Henri IV. Oui. Donc c'est vrai que le Tessia permet quand même de niveler tout ça, enfin d'avoir une discrimination au sens positif du terme qui est beaucoup plus fine. Néanmoins, c'est une initiative privée, certes. En même temps, c'est une asso. Je crois que ça coûte 20 balles de passer le Tessia. Oui, ok, c'est une somme, entre guillemets, mais... Non, mais il n'y a pas que l'argent, en fait. Je pense que les gens qui critiquent ça, en fait, clairement, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas d'initiative similaire du point de vue de l'éducation nationale ou quoi que ce soit, je pense que ça peut être que positif. Surtout dans la mesure où le résultat, il n'est pas public. Donc, oui, voilà. Et donc, tu as eu combien ? Tu étais dans le top combien %? J'étais dans le top 20. Top 20%, ok. D'accord. Non, pas top 20%, je veux dire, j'étais dans le top 20 sur... Ah, le top 20 tout court. Oui, voilà, c'est ça. Ah, donc, oui. Ça fait fort, quoi. Oui, voilà, après, j'avais fait le programme de prépa, donc heureusement que j'avais pas
Enfin, ça m'a rassuré aussi que voilà, j'avais pas déraillé en faisant un peu n'importe quoi à côté, quoi. D'accord. Et donc, je pense que tu étais sans doute le seul de toute l'histoire à avoir fait ça, mais enfin, peut-être pas de l'histoire, mais en tout cas de cette année-là. Tu refuses tous ces lycées parisiens prestigieux et tu décides de rester à Rouen. Oui. Pourquoi ça? Alors, c'est un choix qui est personnel et mûrement réfléchi aussi. Donc, l'aspect personnel, c'est que après ce que j'ai vécu en Finlande, expérience difficile, je sais à quel point le fait d'être seul, loin de chez soi, dans un moment qui peut-être va s'avérer être difficile, dans un milieu compétitif et toutes ces choses, et ça, de le vivre seul, loin de chez soi, sans le confort d'être à la maison, mais surtout l'appui émotionnel des parents, de la famille, je savais que ça pouvait être difficile, et je savais surtout qu'en restant chez moi, en fait, ça serait forcément une expérience plus tranquille, et aussi je limitais les scénarios entre guillemets, d'une catastrophe ou d'une très mauvaise expérience, même si je pense que ça se serait bien passé ailleurs aussi. Et c'est aussi un choix mûrement réfléchi, parce que je vais déjà pas dans la dernière prépa de France, ça reste une très bonne prépa de province, et je suis persuadé à ce moment-là que, en fait, les enseignants, ils vont être excellents dans tous les cas. Évidemment qu'il y a une différence très forte en termes de résultats entre Ginette et cette prépa, mais ce que je pensais et ce que je pense toujours aujourd'hui, c'est que ça tient avant tout au niveau de sélection en fait qui se fait à l'entrée. Bien sûr. Donc, les enseignants, ils sont excellents dans les deux cas, je veux dire, tant à Ginette que dans cette prépa-là. Mais forcément, si à l'entrée, Louis le Grand ou Henri IV prennent les meilleurs élèves du pays, à la fin, il y aura plus d'élèves à HEC ou à Polytechnique. Ouais, je suis 100% d'accord. J'ai eu ce débat-là encore avec une mère de famille hier qui disait « Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je choisisse un lycée moins fort? Comme ça, ma fille, elle aura des meilleures moyennes et donc elle aura plus de chances d'être prise dans les meilleures prépas. » Et moi, je vais rétorquer, mais en fait, ces meilleures prépas-là, elles ont des bons résultats parce que les élèves à la base sont excellents. Alors, ok, il y a un côté émulation, je pense, qui est important, Oui. mais on va pas se mentir, hein, tu mets un cheval de course dans n'importe quel... Enfin, c'est comme en Formule 1, quoi. Oui, le pilote, il est bon, mais la voiture fait quand même énormément. Donc, je lui ai dit que le plus important, c'était de maximiser son niveau à l'entrée, son niveau intrinsèque, et que mieux vaut arriver très fort dans une prépa de province que d'arriver avec énormément de lacunes à Henri IV et d'être, entre guillemets, surcoté. Enfin bref, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Et je pense que c'est pas la vision majoritaire. Beaucoup de gens, pensent que être à Henri IV ou à Louis le Grand, c'est une autoroute vers l'X ou HEC. Oui. Alors même que, oui, mais c'est bien davantage dû au niveau des élèves à la base. On entend souvent, oui, statistiquement, si je vais là, j'aurai plus de chances de... Mais les statistiques, je suis le premier à y croire parce que c'est des mathématiques, mais je veux dire, c'est statistiquement, mais ça ne prend pas en compte... La question, c'est où le produit que tu es va le plus progresser. La réponse, elle n'est pas évidente. Hein. Peut-être que c'est... Mais on va dire qu'à la fin, c'est sensiblement la même chose. Ce qui compte, c'est le produit à l'entrée et l'investissement. Peut-être, on pourrait dire peut-être la vraie différence, c'est est-ce que tu vas significativement plus travailler dans l'endroit ou un autre. Donc ça, après, c'est le caractère de chacun, les spécificités. Est-ce que la personne aime être sous pression, pas sous pression? Et souvent, en plus, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, hein, pour être honnête. Moi encore, j'avais vécu ça dans le sport, mais souvent, si on vient dans le lycée normal de province, ça va être dur de se jauger, de savoir est-ce que je veux être sous pression ou pas, parce que c'est une situation qu'on a rarement vécue, quoi. Ouais, totalement. Donc, comment se passent tes premières semaines en prépa? Alors, la rentrée se passe très bien. Très vite, les enseignants prennent conscience de l'avance que j'ai sur le programme et de ses particularités. Donc, l'enseignant de mathématiques, il me propose assez vite de faire dès les premiers devoirs, de les faire en fait avec la classe du dessus, donc la MP étoile. Et voilà, donc je fais le premier devoir de maths avec la MP étoile. Tu peux expliquer MP étoile, c'est peut-être pas clair pour Oui, tout le monde. effectivement. Donc, il y a, en fait, en prépa scientifique, il y a en première année deux grandes filières, la MPSI et la PCSI, donc en gros la filière où il y a des maths et celle où il y a de la physique. Et en deuxième année, les élèves vont en MP, donc la filière maths-physique, ou en PC. Et il y a une troisième voie qui s'ajoute, c'est PSI, donc c'est physique et sciences de l'ingénieur, donc où il y a un peu moins de maths. Il y a MP2I aussi maintenant, il me semble. Oui, et à côté, complètement dépendamment, il y a une voie MP2I, MPI, où disons qu'il y a 3 matières reines, maths, physique, informatique. Donc c'est un peu la filière où il y a le plus d'informatique. Donc moi, je suis dans la filière MPSI, donc celle qui met à l'honneur les maths. Et donc, il me propose de faire les DS avec la MP. Et la étoile, en fait, c'est que dans les prépas scientifiques, il y a depuis toujours, si je ne dis pas de bêtises, la séparation. En fait, ils séparent dans tous les lycées les 2, 3, 4 classes qu'ils ont en mettant une étoilée, c'est-à-dire celle où ils mettent les meilleurs étudiants.
Oui, d'accord. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs, je sais pas si tu as la réponse, mais la légende selon laquelle étoile, ça veut dire, tu sais, comme en mathématiques, privé de l'élément nul. Bah alors, je ne sais pas dire que c'est pour ça, mais comme toi, j'ai découvert ça sur un truc un peu sombre sur Internet. C'est que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, bon, la prépa, c'est quand même un milieu un peu mesquin, quoi. C'est un peu limite Ouais, comme. je pense que c'est plus trop vrai maintenant, mais la Je prépa sais des pas. années 50, ça devait être un peu Oui. ardos, ouais. Oui, alors la prépa d'aujourd'hui, c'est C'est bisounours, ouais. ah non, c'est plus du tout ça, hein. Enfin, moi, j'ai fait qu'une seule prépa, mais bah, c'était vraiment une ambiance exceptionnelle et je veux dire, c'était super bienveillant en fait. Mm. Honnêtement, c'était bienveillant. On a souvent le mythe, notamment dans la discipline qu'est les maths, que le prof, il va s'intéresser plus, voilà, aux 3-4 bons élèves. Et c'est même le cas souvent au lycée, malgré le fait que le niveau est baissé, il y a souvent ce mythe que le prof est intéressé par le bon élève. Moi, dans ma prépa, c'était pas du tout le cas. Le prof, il avait le même intérêt pour tous les élèves. Mm. Et pourtant, il y avait une classe extrêmement hétérogène, voilà, avec des élèves qui vont aller jusqu'à l'ENS ou l'X et d'autres pas forcément. Donc il y a une forte hétérogénéité et pourtant le prof était sincèrement intéressé de la même façon à tous les élèves. Et donc, comment tu t'en sors sur ces premiers DS avec les MP étoiles? Alors je me sors, voilà, j'ai des bons résultats sur les premiers DS de MP Étoile, je finis dans le top 3, je fais aussi les concours blancs de la promotion précédente parce que les professeurs veulent me juger en maths donc, et c'est vrai que bah, très vite, il me propose, en fait, au bout de 2 semaines de prépa seulement, de sauter une classe, donc de passer directement dans la classe du dessus. Là, j'hésite un peu, mais très vite, j'accepte, pour être honnête. Alors, je savais que ça allait rendre l'année plus dure, plus exigeante, mais j'étais quand même persuadé que c'était une formidable opportunité et que ça allait me pousser à donner le meilleur de moi-même. Ouais, alors quand même, je pense que ça vaut le coup de s'arrêter un peu là-dessus. On est d'accord que c'est complètement lunaire. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors, je suis complètement lunaire. Je sais pas si je me permettrais d'utiliser ce terme, mais en tout cas, oui, dans ma prépa, enfin, c'était jamais arrivé d'après ce qu'on m'a dit. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare. Oui, c'est quelque chose d'assez rare. Ça a dû arriver 2-3 fois. Enfin, ça a dû arriver plusieurs fois, je veux dire, à Louis le Grand, parce qu'il y a tous les ans plein d'élèves extrêmement brillants qui viennent. Mais oui, c'est pas le parcours classique, on est d'accord. Oui, non, enfin, bon, lunaire, effectivement, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais il faut quand même, pour ceux qui connaissent pas la classe préparatoire, se rendre compte que c'est pas de temps en temps, il y en a un qui saute une classe. Enfin, si t'es reçu aussi, c'est parce que ce parcours est quand même particulièrement original. Ok. Et donc, t'arrives en deuxième année, mais enfin, déjà, les élèves, ils ont dû un peu halluciner. Enfin, comment ils t'ont reçu dans la classe? Bah, ils m'ont très bien reçu. Alors, c'est vrai que le premier cours, quand j'arrive, je vais être honnête, il y avait un peu ce côté. En fait, ils me connaissaient pas. Donc, quand on entend qu'il y a quelqu'un en prépa scientifique qui va sauter une classe, tu te dis, ça va être peut-être un type un peu fou, un peu bizarre. Donc, c'est vrai que le premier cours, c'était assez drôle parce que je voyais que tout le monde m'observait forcément. Donc, c'était un peu je sais pas, le centre d'attention. Mais non, après, je me suis très bien intégré. Il y avait une super bonne ambiance, plein de gens super sympas. Donc, en termes d'ambiance de classe, vraiment, c'était exceptionnel. Je me suis fait plein de très bons amis. Et j'ai eu la chance aussi de faire partie d'une promotion exceptionnelle, en fait, hein, à l'échelle du niveau de ce lycée. C'est la meilleure promo de l'histoire, et de loin même. Il y a 20 personnes dans les meilleures écoles du pays, 6 à Polytechnique, 4 à Centrale Paris, 2 à l'école normale. D'habitude, c'est un élève à Polytechnique dans notre prépa. Donc, c'était une classe incroyable aussi pour l'émulation collective. Ouais, bien sûr. Oui, c'est ça, il faut quand même le dire parce que sur ce micro, on reçoit essentiellement des gens qui vont à HEC. C'est ouf d'aller à HEC, on est d'accord, mais c'est beaucoup plus ouf d'aller à Polytechnique dans le sens où il y a davantage de candidats et un nombre plus limité. Je sais pas combien de places au total sont ouvertes à Polytechnique, c'est 420 à HEC et c'est certainement pas 420 à Polytechnique. Oui, alors la promo au complet fait oui, à peu près 500 élèves, mais il y a 150 à peu près internationaux. Il y a les voies universitaires, donc qui va avoir les AST en gros, et après il y a plusieurs filières. Donc là, par exemple, dans la filière qui était la mienne, donc MP option informatique, il y a 85 places à Polytechnique. Voilà, c'est ça, pour un nombre de candidats à peu près équivalent à ceux des... Oui, je pense, voilà, c'est ça. Donc des prépas EC, ouais. Effectivement, c'est pas... on peut pas mentir, oui, c'est pas simple de réussir ce concours. Ok. Donc comment se passe cette première, deuxième année, je sais pas comment il faut l'appeler, mais cette MP étoile? L'année, elle est difficile, surtout que si j'arrive avec des bases solides, disons, en mathématiques, mais c'est pas le cas dans les autres disciplines scientifiques. En physique et en informatique, j'aimerais dire que je pars de zéro, mais bon, allez, je suis un très bon élève de terminale, quoi, dans l'esprit. Et donc, au début, je suis même pas classé dans mes premiers devoirs. La première note en physique, c'est 3 sur 20. Et voilà, donc, et après...
Parce que la force que tu avais en maths, tu l'avais pas forcément dans les autres matières. Non, j'avais pas fait ce travail sur les autres matières. De un, parce que je trouvais que j'avais pas forcément le temps déjà, parce que c'était déjà beaucoup ce que j'avais fait, et aussi parce que, je sais pas, les maths, j'avais vraiment compris, enfin, je dis pas que j'ai compris qu'est-ce que c'est les maths, mais j'ai appris à travailler en maths, alors que, je sais pas, pour faire de la physique, par exemple, la compréhension du phénomène physique, enfin, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, enfin, c'est beaucoup plus, je sais pas comment dire, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup moins que des choses concrètes en fait. Les maths, c'est assez, voilà, il y a le cours, tu le comprends, tu fais la démonstration, tu te l'appropries, et c'est vraiment, c'est quelque chose en tout cas où je suis arrivé à devenir autonome. Les autres disciplines, le peu de fois où j'ai essayé d'apprendre des trucs, c'était beaucoup plus chaotique, on va dire. Oui, je peux comprendre. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Enfin, difficile de l'exprimer, mais je vois très bien. Et ouais, donc ça veut dire que tu as dû quand même rattraper ce retard de fait que tu avais par rapport aux autres. Est-ce que ça veut dire que tu as encore plus bossé qu'au lycée ou que tu te couchais à des heures indues ou non, tu as gardé un rythme sensiblement similaire? Alors j'ai plus bossé qu'au lycée, mais au lycée, je bossais pas comme un élève de prépa. Donc j'ai travaillé, j'étais en prépa, donc j'ai travaillé comme peut-être en moyenne un élève de prépa, mais j'étais très loin des horaires mythiques qu'on entend. Moi, je m'arrêtais de travailler vers 21h30, 22h maximum, avant d'aller dîner pour me coucher. Je tenais vraiment à garder un rythme de vie sain parce que pour performer sur le long terme, j'étais persuadé que c'était essentiel. Et voilà, donc je me suis organisé. J'ai évidemment dû rattraper ce retard. J'ai fait beaucoup d'informatique au début. Et pour la physique, bon, j'avais la chance qu'en fait, le programme de deuxième année, il reprend un peu le programme de première année pour faire simple. Mais j'ai travaillé ces matières de façon très régulière tout au long de l'année, comme si elles étaient aussi importantes que les maths. Souvent, des fois, il y a des gens qui accordent moins d'importance, mais je travaillais ça très sérieusement. Et ça m'a permis de faire une belle remontada quand même, parce que à la fin, j'étais dans le top 3 de la classe dans ces matières, alors que je partais avec 3 sur 20 en physique, donc Ouais. c'était une belle remontada. Alors, tu continues de jouer la vie en mode difficile puisque tu choisis de te présenter à un seul concours, XENS. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as fait ça et puis aussi faire un panorama peut-être des concours qui existent en prépa scientifique? Oui, donc effectivement, dans les prépas scientifiques, il y a 4 ou voire 5 grandes banques de concours. Donc il y a XENS, Mines Centrale et CCINP. Toutes donnent accès à plusieurs écoles, sauf XENS, donc où c'est Polytechnique et des écoles normales. En fait, les concours en prépa scientifique, je pense que c'est l'une des choses qui se rapproche le plus de la guerre dans les temps de paix. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très intense et de très long. En fait, c'est un marathon, quoi. C'est 3 semaines pour quasiment tous les candidats, voire un mois pour ceux qui veulent tout passer. Donc, c'est extrêmement difficile. Et moi, effectivement, j'ai décidé de passer que le concours XENS, donc pour Polytechnique et l'école normale, parce que d'un côté, comme j'étais en première année, j'allais pas accepter j'allais pas accepter en fait autre chose qu'une école qui se refuse pas. Ouais, Centrale Supélec qui serait pas allé. Comme j'ai pas passé le concours, c'est ce que j'ai décidé de faire, mais ça veut pas dire que Centrale Supélec c'est une école moins bien que Polytechnique, c'est juste que j'étais en première année, ça me dérangeait pas du tout de faire 2 ans de prépa comme tout le monde. Et aussi en fait pour l'oral, il y a énormément de travail en fait à faire pour se préparer à l'oral de toutes les écoles et Polytechnique aussi. C'est là que se jouent la plupart des points. Et moi, par exemple, j'ai dû faire des choix aussi pour arriver à être... Comme j'ai fait que les trucs en un an, par exemple, la chimie, c'est pas la matière reine en MP, mais il y a un oral de chimie à Polytechnique. Moi, je n'ai pas touché à la chimie de l'année, parce qu'il n'y a pas ça à l'écrit. Et donc, je savais qu'après les écrits, je devais faire tout le programme de chimie des 2 ans en 2 mois. Donc, le fait de perdre 2-3 semaines de période où je travaille, ça allait pas maximiser mes chances de réussir Polytechnique. Donc, j'ai choisi de passer que ce concours-là. Oui, ok, ça se comprend. Et donc, comment se passent ces fameux écrits? Alors, les écrits, c'était beaucoup de stress pour moi, je pense, comme pour beaucoup de gens. Mais j'aborde ça avec assez de confiance quand même. En fait, j'essaye de m'inspirer de ce que m'a appris mon parcours de sportif. C'est-à-dire que si toute l'année, on a travaillé et on pense avoir fait le job nécessaire, alors le jour J, on va délivrer. Alors, on va pas forcément faire la performance de sa vie, ça, il faut pas s'attendre à ça, mais on va délivrer. Et je m'étais aussi convaincu, je sais pas si c'était vrai, mais que j'avais pas besoin de faire d'exploits en fait pour réussir. C'est-à-dire, je cherchais pas à sortir des épreuves en disant oui, j'ai tout réussi, parce qu'on peut pas tout réussir sur 6 épreuves. Donc, j'abordais les épreuves avec l'idée que
il faut que que je performe à mon niveau. Que si je donnais le meilleur de moi-même, l'issue serait favorable. J'ai essayé de me convaincre de ça. C'est vraiment l'état d'esprit avec lequel j'ai abordé. Et voilà, après, pour les écrits eux-mêmes, j'ai essayé d'appliquer ces conseils qu'on entend un peu souvent, mais qui sont pas si simples à appliquer, de vraiment prendre les épreuves les unes après les autres. Quand on sort de l'épreuve, on oublie tout, voilà, comme les matchs les uns après les autres. Et ça s'est plutôt bien passé au final. Et t'as eu ce sentiment-là, parce que oui, ça s'est bien passé dans le sens où t'as été admissible, Oui. mais est-ce que t'avais ce sentiment-là quand même en sortant des épreuves? Enfin, de l'ensemble des épreuves, je veux dire. Que ça s'était bien passé? Ouais. Oui, j'avais le sentiment que j'avais... Encore une fois, j'avais aucune épreuve où je me disais c'est exceptionnel ce que j'ai fait, c'est trop bien, je suis très content de moi. Mais à toutes les épreuves à peu près, je sortais en disant j'ai fait le job. Voilà. Et donc, j'étais arrivé à me convaincre que voilà, c'était suffisant. Il n'y avait pas eu cette épreuve. Il y a eu des moments où pendant l'épreuve ça a été difficile. Hein. C'est quand même des sujets, je veux dire, à Polytechnique où il y a c'est normal en tout cas, à part pour les gens brillants, on se retrouve des fois, on ne comprend rien à ce qui se passe. Il peut y avoir des trucs très difficiles, quoi. Voilà, le sujet de physique que j'ai eu, je me rappelle, dès la première question, c'était pas évident, mais j'ai vraiment essayé de garder cet état d'esprit tout le long. Et oui, j'avais quand même une satisfaction en sortant. J'étais confiant, on va dire, que j'allais être admissible. C'est drôle, même sans t'en rendre compte, tu vois, tu t'es exclu de fait des gens brillants. Et pour toi, il y a les gens qui sont touchés par la grâce et de toute façon, c'est trop facile pour eux. Et puis, il y a le commun des mortels qui a beaucoup bûché, qui a des méthodes et qui réussit. Enfin, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, malgré toi, mais... En tout cas, moi, je ne fais pas partie des gens brillants. Après, est-ce qu'ils existent ou pas? J'en sais rien. On a toujours le mythe qu'ils existent. Je pense qu'il y a des gens, on entend des fois que des gens qui comprenaient les choses en maths beaucoup plus vite que les autres, ou je sais pas, ils avaient des intuitions exceptionnelles. Enfin, moi, c'est vraiment pas mon cas. Je n'ai pas rencontré de gens comme ça non plus, mais peut-être que certainement qu'ils existent et que je vais en rencontrer à Polytechnique. Il doit y en avoir plein aussi à l'école normale. Enfin, il y a toujours des gens beaucoup plus brillants que soi. Et pour moi, c'est sûr, parce que oui, j'ai réussi Polytechnique en 1 an et tout ça, c'est vrai, mais honnêtement, le processus, il a été long. Et quand je m'attaquais à des nouvelles notions, surtout au début en maths, je pense que personne n'aurait misé, honnêtement, un copec sur moi. Oui, je comprends. Ok, c'est clair. Donc, tu es admissible. Comment Oui. tu reçois cette nouvelle? Alors, je reçois cette nouvelle sur mon canapé chez moi, après avoir fini de faire des maths 2 heures avant. Oui, donc en fait, souvent j'ai entendu que les gens se relâchaient un peu après les écrits. Alors, moi, c'est vrai que ça n'a pas du tout été mon cas. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait l'oral à préparer. Donc, j'étais vraiment à fond dans la préparation de l'oral. Et donc, en fait, le fait d'être dans une phase de travail, ça m'a permis de pas stresser, en fait, finalement, pour l'attente des résultats. Évidemment, j'y pensais un peu, mais vraiment, honnêtement, j'étais focalisé sur mon travail. Je savais qu'il y avait les oraux qui arrivaient après. C'est super dur, quoi. Il y a 10 épreuves différentes, donc il y a vraiment de quoi se préparer. Donc voilà, j'étais même en train je sais plus, je crois que je reprenais mon goûter, et là, à un moment, je vois, c'est sorti. Moi, je vois admissible, je suis rassuré, et j'étais un peu frustré de mes notes en langue, et donc le soir même, je me suis dit, bon, allez, je vais retravailler les langues un peu. Donc, c'était vraiment juste une étape, quoi. T'as pas célébré du tout, quoi. Non, pas l'admissibilité. D'accord. Petite parenthèse, t'es admissible aux ENS? Alors, je suis admissible aux ENS, sauf à l'école de la rue d'Ulm, donc l'ENS de Paris. Il y avait l'épreuve, en fait, il y a une épreuve spécifique pour l'ENS Ulm de Paris, maths D de 6 heures pour les connaisseurs, et c'est une épreuve qui a aucun rapport avec les autres, quoi. En tout cas, cette année-là, moi, je trouvais ça super compliqué. Je voyais pas trop le lien avec le programme, c'était super dur, et j'ai pas su accrocher avec le sujet, donc j'ai pas été admissible. D'accord. Et de ce que je comprends, c'était pas trop ton truc, les écoles normales, tu voulais vraiment intégrer plutôt l'école polytechnique? Oui, c'était plutôt Polytechnique, mon projet, dans l'optique où c'est une école d'ingénieurs déjà, et c'est une école d'ingénieurs généraliste, on va dire. Si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire et qu'on est en train de construire, on va dire, un profil généraliste, on va dire Polytechnique, c'est parfait pour ça. Ok. Donc, tu l'as dit, les oraux, tu te relâches pas trop, tu bosses bien, et du coup, tu arrives confiant, modérément confiant à ces oraux? J'arrive assez confiant, un peu plus, non pas stressé qu'aux écrits, mais moins dans la certitude que je maîtrise le destin. Enfin, si, que c'est moi qui vais passer les oraux, mais c'est vrai qu'il y a eu un stress supplémentaire, quoi. On est face à un jury, seul dans la salle, des grands chercheurs. On a des chercheurs qui
pour qui ce qu'on fait au tableau semble évident en face. Et voilà, il y a une incertitude supplémentaire, en fait, je veux dire, qui fait qu'il y a une interaction avec un autre individu, qui est un chercheur, etc. Donc, je dirais d'autant plus stressant. En plus, c'est long, les oraux à Polytechnique, 1 semaine, 10 épreuves. Voilà, donc j'arrive quand même assez confiant et surtout avec, je pense, un atout important, c'est que, en tout cas, j'avais fait le nécessaire pour me sentir prêt et avoir les atouts pour performer dans toutes les disciplines. Donc, il n'y avait pas une épreuve que je redoutais particulièrement, sauf le sport, en fait. Pour être honnête, c'était pas trop l'épreuve sur laquelle je misais, mais sinon, en vrai... Pour un ancien sportif de haut niveau, c'est vrai que c'est pas... On aurait pu penser que c'est sur ça que je fasse la différence, mais bon, après, tu vois, il y a du 100 mètres, du 1000 mètres et de la natation. Bon, j'étais bon sur la glace, dans l'eau un peu moins, mais bon, on va dire, voilà, c'était la seule épreuve que j'avais pas bien préparée. Mais voilà, sinon, j'étais prêt, je me sentais prêt pour toutes les épreuves, évidemment, plus ou moins, mais il n'y avait pas une peur particulière sur une épreuve qui pourrait me détruire. Ok. Et donc, t'es admis, il n'y a pas de suspense, mais t'es admis large, pas large, comment ça se passe? Bah alors, les résultats sont pas exceptionnels, mais je suis admis, on va dire, je suis sur la liste principale, donc comme je suis aux alentours de la 70e place et qu'en MP Info, avec tous les gens qui vont finalement à l'ENS, ça va jusqu'à la 120e, 130e, on va dire que je suis quand même passé large, voilà, donc... et c'était le fruit plutôt d'un profil assez complet, c'est-à-dire que si à l'écrit, c'est les maths qui m'ont porté, à l'oral, paradoxalement ou pas, je sais pas, c'est plutôt les langues qui m'ont permis de passer la barre. Ok. Et quand tout ça s'est terminé, est-ce que c'est quoi ton sentiment déjà en termes toi personnel de satisfaction, et est-ce que tu comprends quand même que t'as fait un truc assez hors norme? Je veux dire, je vais pas te jeter des fleurs, mais c'est évidemment assez exceptionnel ce qui s'est passé là. Comment tu reçois tout ça? Alors honnêtement, quand je reçois ça, je suis satisfait et je suis content. Et il y a aussi une forme de soulagement, honnêtement, pour se dire que la prochaine chose à faire, c'est, je sais pas, profiter de l'été et se demander à quoi ça va ressembler l'X, parce que c'est un peu mystérieux. Je veux dire, oui, c'est prestigieux, mais c'est aussi très mystérieux. Enfin, on sait pas trop qu'est-ce que ça va être, plutôt que de se dire, je me replonge dans les cahiers pour préparer la prépa, etc. Donc, un vrai soulagement. Évidemment, je sais que j'ai intégré l'X en 1 an, je vais pas mentir, je le sais, mais honnêtement, c'est pas trop ce à quoi je pense. Je suis vraiment content, satisfait. Je me projette voilà, comme quelqu'un qui va rentrer à l'X. Le fait de l'avoir fait en 1 an, je veux dire, c'est super bien, mais c'est pas quelque chose qui vient en premier dans mon esprit. J'ai pas l'impression que ça va avoir un impact direct, et d'ailleurs, ça en aura pas. Enfin, ça me permet d'être sur Major Prépa, donc c'est pas mal. C'est bien, mais voilà, c'est un peu l'apothéose du fait de l'avoir fait en 1 an, c'est de venir sur Major Prépa. Et ils n'ont pas érigé une statue à Corneille pour toi, non? Pas encore? Ils n'ont pas érigé statue. Bon, après, pour être honnête, il y a eu l'article du Figaro, et c'est vrai que ils étaient très contents de cet article. Ils l'ont un peu mis partout dans le lycée. Parce que aussi, justement, j'explique que, non pas que Corneille est un lycée exceptionnel, mais que, en tout cas, il n'y a pas besoin d'aller dans les grandes prépas parisiennes, comme on en a parlé, pour réussir. Donc, forcément, ça fait plaisir aux proviseurs et au lycée. Ok. Polytechnique, comment ça se passe? Alors, Sophie en a déjà un petit peu parlé à ce micro-là, mais je pense qu'il n'y a pas une école en France où il y a autant de mythes, de fantasmes, de chimères. Est-ce que tu peux nous parler de Polytechnique avec les mots les plus simples et les plus triviaux possibles? Je dirais énigmatique, parce que quand on arrive, on est admis à Polytechnique, mais on ne connaît pas beaucoup plus de choses sur Polytechnique que la plupart des gens. En fait, c'est vrai que c'est très secret. Alors, j'ai pas découvert encore beaucoup de choses sur l'X, parce que j'ai passé, à vrai dire, que 2 semaines sur le campus, parce qu'en fait, la première année à Polytechnique, elle est assez particulière. C'est un stage dit de formation humaine et militaire. En fait, ça remplace un peu l'ex-service militaire que tout le monde faisait jusqu'à l'abolition par Chirac. Et donc là, il y a des gens qui font des stages extrêmement différents. Les internationaux sont tous dans le civil. Les Français ont le choix entre le militaire et le civil. Et vraiment, c'est une expérience. En fait, c'est fait pour être une expérience comme la plupart des gens n'en revivront jamais. Enfin, ça n'a rien à voir avec les futurs jobs, soit techniques, soit de management, etc. Il y a des gens qui sont dans l'armée, mais dans des sous-marins nucléaires, sur le porte-avions Charles de Gaulle. D'autres sont en train de sauver des vies en dirigeant des missions aux pompiers de Paris. Certains sont dans les chasseurs alpins, et d'autres encore dans le civil, par exemple. Donc, soit dans l'enseignement, soit dans des initiatives en lien avec l'hôpital. Moi, personnellement, j'ai choisi le stage civil et l'aspect de l'enseignement. Et donc, j'ai la chance d'enseigner les maths, la physique au lycée français de Rome. Donc, c'est une super belle expérience parce que
d'un côté, ça permet d'enseigner et de se plonger un peu dans la tête de l'enseignant et de voir un peu aussi les difficultés du métier. C'est ça aussi qui m'a fait réfléchir sur les maths notamment, à la difficulté qu'a l'enseignant de mathématiques aujourd'hui à devoir faire du 2 en 1, en fait, du ludique et l'appliquer en même temps. C'est-à-dire que il n'a pas vraiment le temps pour faire des jeux et en même temps de développer les bases solides, mais on lui dit sois ludique, donne jamais une fiche de calcul à faire, alors que des fois pour faire du calcul, faire du calcul. Donc voilà, se plonger vraiment dans le métier de l'enseignement et aussi évidemment vivre pour moi à l'étranger, à Rome. Bon, honnêtement, c'est un peu plus agréable qu'Helsinki pour l'hiver. Rome. Le climat doit être un peu plus clément, ouais, Ah ça, oui. on n'en doute pas. Et je sais pas si cette question va te saouler ou pas, mais tu sais ce que tu veux faire plus tard? Tu l'as envisagé? Alors, pour être honnête, je sais pas exactement vers quoi je vais me tourner plus tard et qu'est-ce que je vais faire. J'espère que je pourrai découvrir plein de choses. Là, aujourd'hui, je suis dans une grande école d'ingénieurs généralistes, donc je mise pleinement sur la chance que j'ai d'être dans un cursus généraliste pour approfondir des bases scientifiques dans plusieurs domaines, l'informatique, les maths appliquées, l'économie, et en même temps m'ouvrir beaucoup. Donc, je suis vraiment d'un naturel très curieux. Voilà, il y a plein de sujets qui m'intéressent. Ça va de l'entrepreneuriat, l'intelligence artificielle, à la vision à long terme en lien avec la chose publique ou les grandes entreprises. Donc, j'ai vraiment une palette d'intérêts assez large. Mais je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais essayer de trouver quelque chose qui me passionne et dans lequel je trouve du sens individuellement au quotidien, mais aussi pour que ça s'inscrive dans une vision à long terme et pour que j'ai l'impression que ce que je fasse soit utile à la société d'une certaine façon. Voilà, comme, je sais pas, par exemple, ce que tu fais toi en démocratisant l'accès à l'information. Ouais, ok, cette dimension-là est importante pour toi, de dire tout ce que j'ai fait là, ça va, au-delà de me profiter à moi-même, profiter aux autres. Il y a un altruisme, en tout cas, dans ton engagement futur. J'espère, en tout cas, c'est ce que j'espère arriver à trouver dans différentes. Encore une fois, ça peut s'exprimer de plein de façons différentes, mais essayer un peu déjà de redonner à la société. Enfin, ça fait un peu redondant comme terme, mais voilà, ce qu'elle nous a donné, la chance d'avoir tout ce cursus scolaire gratuitement, dans le fait d'être à Polytechnique, tout ça, c'est au frais du contribuable, on va dire. Donc, espérer arriver à être utile d'une façon ou d'une autre. Oui, tu sens redevable, oui. Ok, je peux très bien comprendre ce phénomène-là. Et oui, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur à quel point les prépas coûtent cher. Moi, j'estime que certes, elles coûtent cher, mais le retour sur investissement de la prépa est tellement énorme pour la société que ça vaut totalement le coup. Mais du coup, oui, je comprends le côté j'ai envie de faire rayonner la France, de faire rayonner le pays qui m'a donné tout ça. Enfin, ouais, je souscris tout à fait à ça. Ok, et ça me permet de faire la transition vers le dernier sujet que je voulais aborder avec toi, la question justement des mathématiques, ou même pas forcément que des mathématiques, mais des sciences dures au sens large en France. Ce que tu disais en propos liminaire, c'est que tu as l'impression que cet intérêt, globalement, il recule, alors qu'on est dans une société qui se numérise, qui s'algorithmise. L'IA a fait évidemment une entrée en matière fracassante dans nos vies aujourd'hui. Comment tu perçois tout ça et surtout, comment tu penses que les choses pourraient être améliorées tout simplement? Comment redonner en fait de l'intérêt, de la vitalité à la chose scientifique dans notre société? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé effectivement des études, de comment peut-être avoir essayé de réussir là-dedans. C'est vrai qu'on a peu parlé jusqu'à là de la visibilité des sciences. Et moi, je pars d'un constat, d'une idée simple en fait. On ne peut pas rêver de ce qu'on ne connaît pas. Parce que, si tu regardes dans la presse grand public, les moments où on parle des sciences, des maths, on a souvent un aspect assez négatif qui est mis en avant. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle tous les 4 ans, après les résultats PISA, du fait que le niveau des élèves français il baisse en mathématiques. On dit que la France, l'Europe sont en retard dans la course à l'IA par rapport à la Chine et aux États-Unis. Mais on parle beaucoup moins de l'excellence, du savoir-faire. Est-ce que c'est une information qui fait partie de l'imaginaire collectif que la France est aussi forte en maths qu'au foot? La France, c'est 14 médailles Fields. C'est le prix Nobel des maths. Il n'y a que les États-Unis qui font aussi bien sur Terre. Et si aujourd'hui, tu vas voir un jeune lycéen dans un lycée normal de province et que tu lui dis « Est-ce que tu connais un grand scientifique français contemporain ?» La réponse, elle risque d'être négative. Éventuellement, tu connais Villani, et encore que je ne sais pas si tu n'es pas biaisé, mais Villani, parce qu'il a son personnage assez exubérant, il a l'araignée, il a les cheveux longs, machin. Mais oui, on a une vision extrêmement biaisée de ce que c'est, même la recherche en mathématiques, où
oui, voilà, à quel point la France, je suis d'accord, excelle en mathématiques. Autant on n'est pas très fort pour former une génération aux sciences dures, on n'est pas très fort pour décorréler l'origine sociale et le niveau en mathématiques, on est même catastrophique de ce point de vue-là. Par contre, on reste extrêmement fort pour former une élite mathématique. Et ça, je suis d'accord que dans le débat public, c'est pas du tout mis en avant. Non, c'est pas mis en avant ça, mais c'est pareil, il y a l'aspect des mathématiques, mais même dans dans les autres sciences. Et c'est vrai que les scientifiques, en fait, ils manquent terriblement de visibilité. Les scientifiques eux-mêmes, en tant que personnes qui pourraient devenir des modèles pour les jeunes, mais aussi leurs idées, en fait. La place de la science dans le débat public, elle est assez faible. Là, par exemple, tu l'as dit, on parle beaucoup de l'IA, et c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. On en parle sur tous les plateaux télé, sur Major Prépa, avec un débat qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et c'est vrai que on entend beaucoup de gens parler sur l'IA, dire des choses plus ou moins vraies, mais on entend très peu la vie un peu rationnelle, qui est presque moins, je sais pas, facilement médiatisable, en fait, du scientifique, de celui qui s'y connaît. Et voilà, qu'est-ce que c'est rationnellement l'IA ? Est-ce que l'IA comprend ou pas aujourd'hui ? La réponse, c'est plutôt non, mais c'est pas juste, effectivement, un truc bête c'est pas la même chose qu'un moteur de recherche, sinon il n'y aurait pas eu cette révolution. Donc, en fait, où est la place du scientifique dans ce débat public ? Et c'est vrai que voilà, ces scientifiques qui manquent de visibilité, il y en a plein. Je veux dire, on pourrait penser à Alain Aspect, le prix Nobel de physique qui a le mérite d'avoir donné tort à Einstein, ou en parlant d'IA, il y a Yann Lequin, par exemple. C'est l'un des pères du deep learning, c'est-à-dire la façon dont on fait l'IA générative aujourd'hui. Il est français et il compte créer une start-up à Paris. Il est en train de créer une start-up à Paris. Donc dans l'esprit, peut-être que la future révolution en termes sur le progrès technologique, peut-être qu'elle ne se passe pas en Silicon Valley, mais à Paris. Et c'est vrai que c'est une musique qu'on entend beaucoup moins. Mais je trouve que c'est pareil au sujet des écoles. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais en France, tout le monde connaît Harvard, Oxford, Cambridge. Mais si on parle des institutions françaises, honnêtement, beaucoup moins. C'est-à-dire, va demander dans la rue, évidemment, pas dans le quartier latin, mais quelque part, voilà, nommer 3 institutions françaises. Peut-être que les gens connaissent Polytechnique, parce que voilà, l'école défile en tête le 14 juillet. Et si on s'intéresse à l'école normale, par exemple, qui est un temple de la recherche, l'école avec le plus de prix Nobel par élève, beaucoup moins. Moi, tu vois, dans mon lycée, loin d'être défavorisé, il y a 1 élève sur 10 qui connaît de nom l'école normale. Et c'est vraiment important que ça fasse partie de l'imaginaire collectif, dans le sens que si ça ne fait pas partie de ce que les gens, de ce à quoi les gens peuvent penser, ils ne peuvent pas non plus l'avoir comme ambition, comme projection, que ce soit les écoles, les parcours scientifiques. En fait, on ne peut pas rêver de ce qu'on ne connaît pas, tout simplement. Oui, c'est ça. Asymétrie d'information, c'est ce que je disais chez Jocaris il n'y a pas longtemps. Asymétrie d'information, c'est la première des choses. La mère de toutes les batailles, parce que si tu ne connais pas quelque chose, tu peux même pas, enfin, je te paraphrase là, donc ça sert à rien, mais tu peux même pas l'envisager. Et après, effectivement, il y a l'autocensure. C'est pas pour moi, les maths c'est dur, et en plus j'aime pas ça. Et qui est encore plus prégnant, malheureusement, chez les filles que chez les garçons. Parce on parlait du modèle du scientifique de manière générale, et chez les filles, il y a encore moins de modèles. Enfin, je veux dire, tu cites une femme de science, allez, si tu connais Marie Curie. Mais c'est presque avec les femmes, c'est encore plus anecdotique. C'est-à-dire qu'on connaît tous Marie Curie, mais elle est morte il y a un moment, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu es capable de citer ne serait-ce qu'une scientifique ? Je te parle même pas de maths, de physique, juste une. En fait, l'immense majorité des gens seraient parfaitement capables de le faire. Donc, dès lors que tu n'as pas de modèle, en fait, les gens s'identifient pas. Et ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. En même temps, une fois qu'on a fait ce constat-là, qu'est-ce qui permettrait de l'endiguer ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aussi pour redorer, entre guillemets, l'image des sciences en France ? J'avoue ne pas avoir d'idée très précise sur la question. Je ne sais pas si toi, t'en as, mais c'est un combat qui me paraît assez difficile. Et je suis d'accord qu'aujourd'hui, ce qui prédomine dans le débat, dans l'imaginaire collectif, c'est ce que tu disais, le côté défaitiste. De toute façon, les Américains et les Chinois, ils vont beaucoup plus vite que nous et tout ça. Enfin, est-ce que tu as des solutions à proposer pour endiguer ce phénomène, quoi ? Déjà, il y a le fait de donner la parole, on va dire, aux scientifiques. Alors, il y a l'aspect rationnel dans le débat public, mais en fait, les scientifiques, on les entend, il ne faut pas exagérer, mais pour ça, il faut aller sur France Culture ou sur des revues scientifiques spécialisées. Oui. Donc, on s'adresse là à un public très particulier. Averti, déjà. Voilà, très averti. Mais sinon, c'est une question de visibilité. Donc, déjà, où est-ce qu'on met on parle beaucoup, tu vois, des blockbusters, des résultats sportifs, et c'est super. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup moins de la recherche ou des découvertes scientifiques. Et on n'a par exemple l'espace de la télé. Il y a des acteurs privés, évidemment, dans l'audiovisuel, mais il y a aussi l'audiovisuel public, sur laquelle, a priori, c'est l'État qui a la main. Et on est tout à fait en mesure, enfin, quand je dis on, du coup, c'est l'État, donc c'est pas moi, mais de mettre en avant les sciences, d'avoir des contenus qui seraient, de la vulgarisation scientifique,
spécialement destiné aux jeunes. Il pourrait y en avoir pour plusieurs classes d'âge. En fait, il y a plein de façons. Je sais pas, aujourd'hui, si on regarde tout ce qu'il y a à la télé après 21h, il y a souvent des jeux télévisés, des trucs. Bon, c'est pas forcément ça qu'on va regarder si on veut s'élever intellectuellement. On pourrait très bien avoir des jeux télévisés avec des énigmes là-dedans. Mais après, évidemment, les jeunes, eux, on sait, ils sont beaucoup sortis du monde de la télé, ils sont sur Internet. Et sur Internet, là, je veux dire, en fait, Internet, c'est vraiment, je pense, le champ de tous les possibles. C'est-à-dire qu'il y a déjà en réalité, je veux dire, si tu veux t'intéresser aux sciences sur Internet, il y a tout, quoi. La qualité de la vulgarisation scientifique à disposition en langue anglaise, mais aussi en langue française, elle est incroyable. Je sais pas, je regardais par exemple depuis longtemps Science étonnante. C'est créé par par un scientifique français, David Loupart, il s'appelle. Et sur son travail, il est remarquable. Ce qu'il a fait récemment sur la machine de Turing, d'expliquer aussi simplement un concept aussi compliqué. Je trouve ça incroyable ce qu'il fait. C'est d'utilité publique, mais c'est des initiatives hyper éparses. Tu vois, le gars s'est dit, ce serait bien de faire ça. Mais il a réussi à avoir les codes de YouTube. Et tant mieux, c'est trop bien. Mais tu vois, pour une chaîne comme ça, il y a... Après, c'est ce que je veux dire. C'est effectivement, là, on se retrouve à être à miser, en fait, sur l'initiative on se retrouve à miser pour créer la curiosité scientifique chez les jeunes ou démocratiser l'accès à l'information. On repose sur la bonne volonté ou non, ou le génie ou non de 2-3 personnes à droite à gauche. Alors, ça a été David Loupart pour, par exemple, la vulgarisation scientifique. Voilà, ça a été Dimitri pour, je sais pas, l'accès à l'information sur les prépas. Mais c'est pareil, finalement, major prépa aujourd'hui, c'est grand. Mais peut-être si tu l'avais pas fait, il y aurait peut-être personne qui occupe ce rôle. Donc, pour avancer, on peut déjà penser en fait à, je sais pas, non pas centraliser la démarche, mais c'est-à-dire si demain l'État il essaye de mettre en commun ou de lui-même mettre la main à la pâte à des gens qui vont faire de la vulgarisation scientifique pour que ça soit subventionné par l'État, mis en avant par l'État, et qu'après les établissements scolaires eux-mêmes relaient ça dans les salles de cours. Et en fait, on dit clairement aux gens, alors voilà, si vous voulez éveiller vos enfants à la science ou à autre chose, voilà, vous leur montrez ça. Si demain c'est dit par l'État, l'information elle sera déjà plus transparente. Il y a ça, et après, il y a ce sur quoi vont tomber les gens quand ils sont sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est la question de l'algorithme. Et là, on voit, et on pourrait arriver à cette conclusion de mille et une façons différentes, l'importance prégnante de la souveraineté technologique européenne, en fait. C'est ça. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai entendu dire que la Chine contrôlait énormément ce qui se passe sur TikTok et qu'ils exposaient les jeunes uniquement à des contenus intelligents et pas des chats créés par IA qui conduisent des voitures, quoi. Voilà, je ne sais pas si la Chine contrôle démocratiquement l'accès, mais en tout cas, la Chine, elle est complètement souveraine sur les algorithmes auxquels... avec lesquels vont être en interaction les jeunes sur TikTok, sur tous les réseaux qui sont internes à ce pays. Et TikTok, c'est chinois, et c'est pourtant bien ce qu'on utilise nous. Et on a un appui finalement pour l'instant assez faible, quoi. Je sais qu'il y a un seul Européen au conseil d'administration de TikTok, c'est Xavier Niel. Et donc finalement, en fait, on a assez peu notre mot à dire, la France, l'Europe, sur la façon dont fonctionnent ces algorithmes. Et pourtant, je pense qu'on est d'accord là-dessus tous les deux. C'est comme ça, c'est à travers ça que les jeunes développent des centres d'intérêt. En fait, c'est un peu leur première vitrine sur le monde. Oui, totalement. Oui, c'est ça. Et au début, quoi qu'on en dise, je pense qu'il faut faire en sorte que les gens regardent le bon côté parce que tu n'as pas la maturité. Enfin, tu es un contre-exemple, mais c'est le principe d'un contre-exemple. La majorité des gens n'ont pas la maturité tout simplement de savoir ce qui est vraiment intéressant, et le shot de dopamine qui est conduit par TikTok, Instagram quand tu regardes des trucs pas très intéressants, il est beaucoup plus attrayant de prime abord que de regarder des trucs un peu plus compliqués, parce que tu l'as dit, tu as appris à aimer les maths au début. C'est dur de se plonger dans des choses complexes, ça donne de la satisfaction sur le long terme, mais au début c'est pas forcément facile, et c'est tout à fait normal quand on est jeune de préférer une satisfaction immédiate. Donc, vaste débat, hein. Et puis ça suppose aussi beaucoup de questions de liberté individuelle, de tout ça. C'est très compliqué, mais j'ai tendance à être assez d'accord avec toi. Je pense que aujourd'hui, les algorithmes sont trop forts pour qu'on puisse juste dire c'est la liberté, tout le monde fait ce qu'il veut, et pas se retrouver à un niveau d'abêtissement général un peu compliqué, quoi. Ok, vaste débat, mais de toute façon, je pense qu'on arrive un peu au terme de l'épisode. Pour conclure tout à fait, qu'est-ce que tu voudrais dire au Grégory de 15, 16, 17 ans, auquel tu penses, j'imagine, de temps en temps? Est-ce que tu ferais exactement la même chose? Est-ce que tu changerais ton parcours? Et rétrospectivement, qu'est-ce que tu retiens de ces 5-6 dernières années
depuis un petit peu moins, même 3-4 dernières années, depuis l'abandon du hockey, enfin de ton rêve en tout cas de devenir joueur professionnel? Bah, je lui dirais que il faut savoir rebondir, il faut toujours garder cette optique et ces valeurs que c'est à travers le travail dont ce qu'on veut accomplir, qu'on va arriver à avancer et aller de l'avant. Voilà, il faut pas désespérer. Et surtout, voilà, j'aimerais lui dire que une fois que l'objectif est fixé, on a tous les capacités d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose au fond que j'ai toujours un peu gardé, c'est que comme j'ai dit, j'ai osé rêver grand. Et moi, aujourd'hui, c'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur de venir parler avec toi sur Major Prépa. C'est pour partager cette expérience et faire en fait ce que ce que tu fais toi en fait depuis plusieurs années, c'est mettre en avant des parcours académiques certes exigeants, mais avec au fond le message que c'est possible, avec du travail certes, mais c'est accessible et qu'au fond le message c'est que tout le monde devrait se dire et pourquoi pas moi. Merci beaucoup Grégory, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup Dimitri, c'était un vrai plaisir et un honneur d'être l'invité de Major Prépa.